Chers auditeurs, cet épisode de Noël est sponsorisé par une entreprise de télécom qui s'intitule Orange. Pour nous parler du futur et de l'innovation, Orange s'est dit qu'ils allaient explorer un format plutôt inédit, le podcast. Alors je sais, vous vous dites, tiens, comme c'est original. Eh bien figurez-vous que oui, ça l'est. Ça s'appelle Hello Demain et c'est un podcast de fiction qui propose des récits d'anticipation positive. Une sorte de Black Mirror mais inversé. Un miroir inversé du coup. Pour chacun de ces 5 épisodes, Hello Demain a laissé carte blanche à un jeune créateur pour explorer des thèmes très humains finalement, lien social, éducation, mobilité. On a pu notamment écouter un épisode qui s'appelle Théoblast et qui met en scène un vieil explorateur de l'espace qui s'engueule avec son robot auxiliaire de vie. C'est surprenant et surtout très bien produit. C'est dispo sur toutes les plateformes de podcast et sur orange.com. Merci. Studio 404, Studio 404, l'émission de société numérique. Studio 404, un podcast de qualité présenté par l'âme UA. Oh 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 les enfants, et bonjour et bienvenue pour le Studio 404 du mois de décembre et de Noël. Est-ce que les gens autour de cette table sont chauds ou pas? Oh là 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 là, beaucoup de voix, sons mes lutins, sons mes serres, mes reines, je ne sais pas. Non, là, bien sûr c'est de la déconne. On est très nombreux aujourd'hui pour ce Studio 404 spécial Noël. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous dites qu'est-ce qu'ils ont encore branlé pour Noël? Ont-ils invité des podcasts? Ont-ils préparé un jeu de rôle? Ont-ils fait encore autre chose? J'ai envie de vous dire, c'est les trois à la fois, puisque bien sûr, c'est l'offre plus chez Studio 404. Vous avez le forfait triple play. On vous fait la totale. On est très heureux d'être avec toute l'équipe ce soir et accompagné en plus de quelques extras de luxe. On va leur passer le micro dans quelques instants. Mais commençons par, j'ai envie de dire, les anciens, les piliers. Ghislain est bien sûr là en train de manipuler les potards, enfin faire semblant de manipuler les potards comme les meilleurs DJ d'EDM des années 2000, j'ai envie de dire. À côté de lui, Sylvain Palais. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien, je suis en vacances. Enfin après cette émission, je serai en vacances. Ah là là et ça là. me met en joie, vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que tu vas encore partir dans des destinations très instagrammables? Tout à fait, l'Auvergne ainsi que la Normandie. Waouh. En décembre, gros niveau d'Instagrammabilité. Je suis sûr qu'il va y arriver. Il va y Peut-être. arriver. C'est vrai, là, il va y arriver. Il arrivera toujours. Il a un barbour, il peut tout rendre beau. Ah, c'est sponsorisé. Et des sacs à dos. Oui, tout à fait. Daz, comment ça va? Il te reste 10 jours de bienveillance. Est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que c'est Eh ben écoute, dur? ça va. Et la preuve, c'est qu'on est accompagné aujourd'hui de petits comptes, aussi bien dans le game du podcast que sur Twitter et Quelle YouTube. condescendance. On a même des micro-comptes. Donc là, on est vraiment bien. Non, mais moi, la bienveillance, je pense que c'est quelque chose que je vais pousser l'année prochaine aussi. Ah, tu l'as très bien géré cette année. On n'a rien vu passer. Vraiment, c'était C'est assez facile en fait. C'est un peu naturel. d'un naturel confondant. Mélissa, comment vas-tu? Très bien. Je vais Dit-elle bientôt être en dit-elle vacances. se frottant les yeux. Attends, mais comment ça? Des vacances. Mais t'es jeune entrepreneur, ça n'existe pas. Écoute, j'essaye de m'organiser. A priori, je ne vais pas réussir à partir en vacances, mais je vais tenter. D'accord. Ça, C'est c'est mon plus jeu genre de fin entrepreneur. De penser que tu vas avoir des vacances, mais que tu vas finalement bosser ou emporter du travail avec toi. J'y crois encore, comme diraient certains. Ah, c'est beau. Bon, bonne chance. Tiens le coup. Merci. Très bon podcast chez Louis, c'est bien. Même Daz, il serait presque tenté d'en écouter. Il m'en parle S'il écoutait parfois. des podcasts. Ouais, franchement, s'il écoutait des podcasts, je pense Mais qu'il s'il a écouterait Louis écouté tout Média. entre- J'écoute tous les podcasts de Binge. Ok. Tous les podcasts de Impossible, Binge. c'est humainement impossible. Parce qu'il faut connaître son ennemi. Alors, cite-moi 4 qui Non, commencent pas 12. par no. Ah Vous Alors- l'aidez pas. Ceux qui savent, vous dites rien. Alors, tellement facile. Alors déjà, il y a un podcast sur YouTube qui s'appelle YouTube. YouTube. Ah, donc il y a un podcast Non, ça sur la marche pas. masculinité qui s'appelle certainement Masculinity. Et il y a aussi un podcast sur la nourriture, un podcast sur les musiques urbaines, un podcast Non, ça marche pas, ça. sur la T'as pas pop réussi à en culture et le cinéma, et un podcast sur les podcasts intéressants. Ouais. Voilà. Bon, et bref. ils citent aucun de leurs programmes. Voilà. Bon, bref, Daz qui n'écoute toujours pas de podcast, ce sera peut-être ta résolution de 2019. Est-ce que les peintres écoutent des peintures? Je te pose la question. Voilà. Quel troll. Fibre Tigre, comment vas-tu? J'ai envie de dire bientôt en vacances aussi, mais est-ce qu'aller voir sa famille, c'est vraiment des vacances? Ouh, bien le bonjour à la famille de Tigre, bien sûr. Non, mais comme ça, c'est aussi ça, Noël. C'est aussi. Voilà. C'est survivre. Ah, il y a pire. il y a pire Noël, que c'est moi, quoi. survivre. Ouah, putain, mais- c'est- Il y a- mais il y a- il y a c'est un chaud. bon Comme tempérament. on s'adresse Toute ma famille. à nos amis geeks qui écoutent Studio 404, quand on va à la famille, c'est réparer l'imprimante, c'est Internet marche plus, enlève-moi les petits tools sur la barre Internet Explorer, tu vois, voilà. Tout ça. Effectivement, si tes relations familiales se résument
Il savait glorifier, c'est vrai que Il n'y a pas que ça, Lui, il a aussi la partie. Il y a beaucoup trop de noirs en France. Ah bah, et les Arabes volent, C'est sûr que mais pas dans le ciel. S'il descend à Toulon faire les repas de famille. Ah bah oui. Oh, en Auvergne, c'est pas mal non plus. Un grand bonjour à nos amis toulonnais, Aveyronais, bien sûr. Oh. Non, pas Aveyronais. Oh là là, Auvergnat, pardon. Faut pas fuck up avec Auvergne- les Auvergnats en plus. En Auvergne, maintenant, ils ont un ennemi plus grand que l'immigration, c'est Laurent Wauquiez. C'est vrai? Ah oui. Mais comment ça se fait? Ah bah, ils le détestent. Bah, de toute façon, tout le monde déteste Laurent Wauquiez, en quoi c'est original? Ah bah, parce qu'il est de là-bas, il est auvergnat. Ce qui est intéressant, c'est que Laurent Wauquiez déteste l'immigration, ce qui fait que ça fait Ça trop un fait un triangle petit étrange. L'ennemi de mon ami, Alors. et donc. L'émission n'a pas commencé. Voilà. On remercie aussi Sam qui est à côté de nous, bien sûr, qui organise tout ça. Des gros bisous à Sam qui est à côté, qui a ramené son frère. Tout à fait. Ça veut dire qu'elle est fière de nous, je pense. Tu vois, si elle avait honte de nous, elle aurait pas ramené la famille. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais il est aussi frère de son frère. Ouais, sinon elle fier l'aurait de son pas frère. ramené. Ouais, Ah oui. exactement. Donc voilà. Et on a aussi des personnes autour de nous. On peut les applaudir, nos invités de ce soir. Bravo. Des auditeurs, des gens de la communauté, des podcasteurs. Non. Il Qu'est-ce faut qu'il y a, les Daz applaudir au niveau de leur compte. Oh là là, t'es relou. Mais Daz, la bienveillance. Voilà. Ce sont Quel- des applaudissements à moins de 5000 followers. C'est fou, hein. T'es comme T'as un changé, provincial monté à Paris. T'as été Parce que subtil. t'es un ancien petit con, je te signale. Exactement. T'es complètement un provincial monté Ça à Paris s'appelle un Twitter. fibre tigre. Ah, Et une j'adore. honte. Bon, passons-leur les micros. Oui. On commence par qui? Bonsoir. Bonsoir Karen. Ça va bien? Oui, ça va très très bien. Je suis très très contente d'être là. Tu savais à quoi t'attendre en arrivant, sans spoiler aux gens ce qu'on va faire ce soir? Non, absolument pas. On nous a dit venez, il y a de la lumière, ça va être cool. Enfin, Il n'y a même pas de lumière. Il n'y a même pas de lumière. Il y a parfois la lumière. Ah bah voilà. Il y a la lumière. Il suffisait Oh. d'en parler. Et prévoyez quelques heures. Oui, quelques heures, Oui, effectivement. quelques Puis heures. voilà, on Est-ce que prévoit t'as- la nuit. Du Est-ce que coup. tu as un podcast, un petit truc comme ça? Oui, du coup, j'ai un podcast qui s'appelle D'Entourade que j'enregistre avec mon co-host Stéphane et on va voir des gens dans un bar pour leur soutirer quelques anecdotes potentiellement sous alcool. Ah, bon truc. Et j'ai 2 autres podcasts aussi. Mais vas-y, dis un tout, sur dis les tout. livres qui s'appelle Édition illimitée et un autre sur l'amour qui s'appelle Cœur, cœur, cœur. Das, tu Ah choisis oui, lequel? cœur. Ok, Celui j'écoute. sur les livres est intéressant. Par contre, celui sur la cuisine et la masculinité, c'est lesquels? C'est pour le développement du label. Ok, Quand on fera ça, des brand ok, content je et ne tout. veux pas spoiler. En le général, développement. masculinité et développement personnel, c'est année 2 quand tu as un label de Ouais, podcast. c'est année 2. Jamais année 1. Et du coup, vous avez un nom de label? Super bagatelle, Super Bagatelle. quand même. Stylé. Super Ça va bagatelle. se vendre. Ok. bientôt. Super bagatelle, c'est très stylé. Mais vous allez pas voir Comic Outcast dans Super Bagatelle? Non. Non, Ah, ok. absolument pas. Ah Ah non. non, on n'est pas dans ce mercato-là. Ok. On n'est pas dans ce market-là. Oh là là, ça Dans rigole ce pas autour de cette mercato-là. table. Ce mercato. Ah, ce mercato-là. C'est-à-dire que pour eux, On Comics rachète Outcast, c'est un personne. gros podcast. Eh ben. Eh ben, que de découvertes. Quel connard. de Mais pas en découverte. 2019. Ah putain. Ok. T'as pas le droit de prendre de l'avance. On dirait que t'as mangé tous les chocolats de l'avant. Tu dois respecter ton rythme bienveillant jusqu'au 31 décembre Il a 2019. déjà En ouvert plus, ses cadeaux. Comics Outcast, c'est littéralement des amis à nous, donc. C'est toujours ta bonne excuse. Ouais, vrai. grave. Faisons tourner le micro. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Madame. Madame. On dit plus mademoiselle. Question tricky. Ouais. July, Ça va? ça va et toi? Bah oui. Un pilier de la communauté. Tout à fait. Oui, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Ouais. Sois la bienvenue. Elle me regarde avec. tu vois, Ouais, j'ai peur de toi. moi, je ne vais rien dire. Je snipe. Non, bah oui, on sait Mange des que. bonbons. Bah, pour les gens qui connais, n'étaient pas là au Voilà. camp, il y a eu des très belles discussions entre July et Daz, Oh oui, dont le contenu restera entre eux. au coin Oui, du bah feu. oui, Qui a parce que- fait l'objet quand même d'une chronique dans 404, donc on vous laisse trouver laquelle. Voilà. Ça commence par fait. Je suis par éminisme. Et Et on- visiblement, elle a été mangée par le chien de quelqu'un. Moi, il y a eu un problème dans l'enregistrement, c'est dommage. hein. Ouais, incroyable. Comment ça va? Mais ça va très bien. Je suis très fatiguée, mais très contente d'être là. Je pense que c'est l'état général ici. Ouais. La fatigue et de la joie. Ça va être très bien. Ouais. Est-ce que tu as un petit podcast? Est-ce que Oui, tu as quelque j'ai chose un que tu podcast tiens? qui Allez. s'appelle La Menstruelle. Ouais. Un podcast que je fais avec 2 personnes qui sont présentes ce soir. Enfin, pas que. On D'accord. est 6 filles D'accord. à faire ce podcast. Et on parle de magazines. Non, on parle de nos règles. Ouais. D'accord. Moi, j'avais pas compris. Et voilà. Et on est publié toutes les pleines lunes. Non. Si. Vous faites tous les 28 jours le podcast? Ouais, 28 jours, il connaît le cycle. hein. On est comme ça. Nous. 2018, on est des hommes nouveaux. Il a écouté des Est-ce podcasts que- sur la Il y masculinité. a un le, truc- le mec, est-ce que- le mec connaît le cycle des règles, c'est la Il va y avoir révolution un jeu de masculine. mots à l'épisode 34 ou le 34, règle 34, non. Non, il n'y a pas encore d'épisode 34. Ok. Ça, C'est une façon pour Fibre de vous dire qu'il va falloir quand même être régulier et délivrer des épisodes pour pouvoir après faire des blagues avec les numéros d'épisodes. Par exemple, à mon Bah, avis, tu attends le numéro 69. Notre premier mais- épisode est Non, une mais la blague règle qui est en lien roule avec 34. qualité, parce que le nom de notre premier épisode, c'est Ça coule, c'est quoi?
Oh, ça coule, c'est cool. Excellent podcast. Tout un Excellent. programme, C'est la bon, vous mention. Il y a des jeux de mots à chaque Alors- nom d'épisode. Alors, Vous avez gagné. s'il y a un truc où tu peux avoir Daz, c'est là-dessus, Ouais. sur les jeux de mots. C'est bon, il est convaincu. Il va J'ai écouter écouté, tous j'ai les écouté. deuxième épisodes. s'appelle C'est World quoi of C'est Cup. excellent. Le deuxième s'appelle World of Cup. Ah. Ah, Et bien. le troisième, je sais. Là, le troisième, c'était un numéro spécial au Ah, festival Sans Rancune, D'accord. un festival sur les règles. Très bien. Vous faites des numéros spéciaux au bout de 2 épisodes. Ouais, bah nous, on fait avec l'actualité. Il y avait Ah, bah, un ok. festival. Voilà. Moi, c'est fair enough, ça me Et semble quand correct. tu dis on est publié à chaque pleine lune, qui est le on? Bah, Bah, le podcast. toutes les filles. Présente. Ah d'accord, donc vous publiez. Ah bah, on. Attends, qu'est-ce que t'es en train J'ai d'essayer cru qu'il y avait un label. Vous Moi, n'avez pas j'essaie dit de ça. savoir il y dans a un quelle label maison. derrière, mais voilà, moi, je le suis label très, est présent. En fait, les personnes du label font partie du podcast. Donc c'est pour ça que je dis. Mais quel est ce label? Alors, on va passer le micro, peut-être. Bonsoir. Ah, Bonsoir. la présidente du label. Oui, bonsoir. Donc, c'est le label Podcut. Qui en fait, on s'est dit, bah tiens, on est plein de copains à faire des podcasts chacun dans notre coin, on se réunit tous, et puis voilà, ça a donné Podcut. On l'a lancé en septembre 2018. Et je suis Fanny, bonsoir. Bonsoir Fanny. Alors, qu'est-ce que tu fais d'autre à part lancer des labels de podcasts Alors, on va commencer par quoi? Oh là là, attention, installez-vous. Podcast. Non, alors à la base, j'ai commencé avec un podcast sur un sujet qui n'intéresse personne, peut-être sauf Fibre Tigre ici, ça s'appelle Passion médiéviste, c'est sur le Moyen-Âge. Et voilà, je fais ça depuis 2 ans chez un autre label qui s'appelle Pinge Audio. Voilà. Ah. Ah bah là, Daz, il peut applaudir, c'est gros, tu peux applaudir. Voilà. Daz. Tout le monde fait des erreurs. Oh là 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 là. Et voilà, et je fais aussi partie de Podcastéo et de Podcut. Et je passe 75% de mon temps à faire du podcast. Bonsoir. Allez, très classé quand même. Hein. Tu as envie ou pas? Parce que nous, on galère. Alors, j'ai lancé un Tipeee. Vous avez vraiment lancé un Tipeee? Ah non, là, pour Passion médiéviste, seulement j'ai lancé un Tipeee. Enfin, j'ai juste dit, bah, tiens, je n'ai pas le temps ni l'argent de monter plus d'épisodes. Donc j'ai dit aux auditeurs, si vous voulez plus d'épisodes, donnez-moi de l'argent. Et j'ai quelques centaines d'euros et à mon petit niveau, je suis contente. C'est super, c'est très très bien. Franchement, je suis contente. Et je suis très 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 contente d'être là aussi. T'as intérêt à assurer pour le reste de cette émission ce soir. On n'en dit pas plus, bien sûr, Ah, parce que j'aimerais les auditeurs ne savent toujours pas ce que ça va être. J'aimerais juste ajouter une petite Philippe. chose, sans vouloir faire du humble brag. C'est Mais ça veut dire que que, tu vas en faire. c'est que nos invités, que j'ai appelés les petits, mais par affection, on a encore un invité qu'on n'a pas présenté, Ouais. qui est quand même imposant. Et ce sont des gens qu'on a sélectionnés parce qu'ils ont créé leur podcast en étant dans la communauté un petit peu. D'accord. Voilà. Ou avant de... Donc tu les paternalises un peu, c'est ça? Alors, j'aimerais, mais j'ai pas assez de temps. Mais j'aimerais, mais je sais pas faire, c'est pas mon genre. Tu viens quand tu veux, hein, tu sais. C'est beaucoup trop Je complexe viens, comme relation je viens. humaine. Très bien. Passons le micro à quelqu'un qui n'a pas de podcast, mais qui a eu affaire à nous. Un peu court C'est sur le fil. la certification écologie ISO 9001. Tout à fait. Salut Rémi, ça va bien? Ça va et vous? Ah là 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 là. Rémi Tu nous sais- poursuit depuis le mois d'octobre. Ah bah, je pense que tous les écologistes de France nous poursuivent depuis l'édition Aussi. d'octobre. Aussi. Depuis octobre et l'émission chez Surfrider, je suis là pour checker si vous tenez vos résolutions prises en fin d'émission. Et je peux dire que c'est pas encore gagné. Bon, Je crois que Sylvain ne regarde plus Netflix. J'ai recraqué la semaine dernière. oh, les bonnes résolutions d'émission spéciale écologie. Ah là là. C'est horrible, c'est horrible. Ah là là, c'est beau. Sinon, promis, Rémi, on fait des trucs. Oh, j'ai vidé ma boîte mail. Bravo, bravo. J'ai des couverts et des verres pas en plastique que je lave, que je ne jette pas. Je n'offre pratiquement que des gourdes à Noël. Ouais, c'est un super à cadeau. à gourdes toutes les Surfrider, nièces et les cousines, des clean cantines, mais bon, elles sont pas floquées Surfrider. Désolé. C'est pas mal. Vu que j'ai pas de podcast et pas de Tipeee, Ouais. est-ce que je peux quand même faire une auto-promo? Bah, bien sûr. Super, merci. Vu que vos résolutions ne sont pas encore hyper avancées, je vous propose de faire un don à une association. Je dirais Surfrider. hasard. Au hasard. Au hasard. Et contrairement à Tipeee, Patreon, tout ça, c'est défiscalisable. Donc si en plus vous payez des À impôts... 66%. à Ah, si, bon, bien sûr. Et Fibre se propose de faire votre conseiller financier. Très bien. Merci. Évidemment, Surfrider, un main. Faisons tourner les micros directement Non. à monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Ça va bien? ça va très très bien. Je m'appelle Samora, Ouais. sur Twitter Black à Barbe, pour que mon petit compte devienne un gros compte. Hein, lâcher des follow. On a quand même on a un pote qui s'appelle Roux de Barbe. Ouais. Tu le connais pas? Oui, c'est un cousin.
On a vraiment un pote qui s'appelle Route de Barbe La sur grande Twitter et famille qui des deux barbes. Black à Barbe le regroupe. Bref, On va trouver blond de barbe et ça fera la trinité. le jour où vous trouvez Asiate de barbe, là vous êtes vraiment collector. Là, vous êtes Ah, chaîne. il y a un truc. Du coup, alors qu'est-ce qu'on doit dire déjà? Je suis très heureux d'être là déjà. Oui, tu dois dire que tu es très heureux, ça c'est obligé. Donc ça, Tu l'as fait, on ça, peut, check. voilà. Maintenant promo. Alors Après, il se casse. Hein. Alors, je fais 2 podcasts. Le premier est sous l'égide de Podcastéo et de Podcut, qui s'appelle L'école des facs. Ah bah oui. Le podcast, le meilleur podcast sur la tech en France. Au bas mot. Voilà. et sinon, à côté de ça, en indépendant, parce que je sais être indépendant, j'ai monté un petit projet en septembre qui s'appelle le Moicast, qui est un podcast d'interviews et de discussions, on va dire globalement, sur la culture antillaise. Parce que je suis moi-même suédois. Et du coup. C'est une culture qui t'intéresse. Voilà, c'est une culture qui m'intéresse de loin. Et puis, tu peux même l'expliquer mieux que les Antillais, je pense, en tant que Suédois. Parce que c'est du suédois planning. Voilà. Exactement. Et donc je vais à la rencontre d'Antillais, que ce soit à Paris ou en Martinique ou en Guadeloupe. Et ils font des trucs assez géniaux. Il y en a qui sont historiens, d'autres qui sont journalistes, d'autres qui sont auteurs. Voilà, donc c'est un podcast assez sympa, allez l'écouter, c'est gratuit. Moi je l'ai écouté, tu vois, voilà. Je dis oui. Comment t'écoutes ça, ce tu podcast. l'as écouté? C'est vrai? Ouais, j'ai écouté. Ouais, tu le disais ça podcast. pour me faire plaisir. Non, j'ai écouté vraiment. On attend Ah, tous ok. le moment où il va nous tailler. Eh ben non. Vraiment? Eh non, parce qu'il va me casser la gueule, t'as vu là. Non. Alors, en vrai, Jamais de violence pour le les soir. auditeurs, Samora est plus grand que Daz et c'est assez Ouais. impressionnant. Ouais, c'est comme J'ai moi, dit mais tout à l'heure. en version énervée. Donc, j'étais surpris parce que ça m'arrive rarement quand même. Et là, La version de l'univers 7. il me met quand même une bonne tête. Hein, Ouais, donc, c'est ça. ouais, non, là, je ferme ma gueule. Voilà. C'est un Excellent peu, podcast, superbe. Superbe. Samora et Daz, merci. c'est un peu Odor et Bran. Ah, c'est mieux qu'Arnold de Willy, tu t'améliores. Alors qui est Odor, qui est Bran? Le plus grand, c'est toi, t'es Odor. Ah non, bah non, je suis Odor, moi. Non, Ah bah attends, j'ai Bran, quand même un bac L, hein. t'as un bien beau Bran, Daz, du coup. Ouais, un Bran qui a bien mangé quand même. Ouais. Il marche pas, mais il se laisse C'est pas la aller. Bran Dad. Pardon. Bon, est-ce qu'on Ouais, a fait le tour de tirez-moi ce micro. table? Sam, est-ce que tu veux prendre la parole ou pas? Ou est-ce que Sam est. Mais non, si est tu dans fais le ça, background après, il va vouloir faire un podcast, et après, il va dire ah, gna gna gna, et payez-moi plus. Arrêtez déjà. Que... Laisse Salut, parler les Sam. femmes, Daz. Je suis très contente d'être là malgré la maladie. Et que dire, franchement, j'attends mon podcast, Daz. J'attends aussi le tien. Ouais, mais ça Cette va venir. résolution pour 2019 2019, j'annonce. ça Si va Sam sortir. est sur ton podcast avant toi, Daz, c'est vraiment, c'est humiliant pour toi. Pas du tout, parce que je suis pas du tout dans un jeu d'humiliation. On attendait ton podcast avant de connaître Sam. Oui. Donc c'est le moment où elle sort son podcast avant que Et tu je trouve sortes ça son podcast. beau, moi, tu vois, il y a des symboles comme ça. Non, mais c'est-à-dire que j'ai encore du boulot, quoi. Je suis pas encore la chargée de production parfaite, même si je le suis déjà. Non, mais tu pourras rien faire pour me dresser, car je n'apprends jamais. Ouais. Il faut que t'arrêtes d'être perfectionniste. Tu le fais ce soir et c'est Il est pas terminé. perfectionniste, il glandouille, c'est pas pareil. Non, ça mature doucement. Je vais sur site dans 2 semaines pour. Est-ce que la prochaine fois que tu lances m'inspirer, Elite, pour t'imprégner. tu peux ne pas lancer Elite et faire ton podcast? Ça fait longtemps que j'ai pas lancé Elite et je le regrette. Et c'est bien que t'en parles parce que puis si on finissait pas ce podcast à 3h du matin, je serais bien rentré jouer après. Voilà. Eh ben, en parlant de ça, il est Eh oui. tard dans la nuit. Et donc, on est tous bien installés autour d'un canapé et d'une lumière vacillante. On va vous préparer pour ce mois-ci, tous ensemble, des contes de Noël. 4 contes de Noël à la petite sauce 404, mais des vrais contes de Noël que nous allons vous conter, que chacun des chroniqueurs va vous conter, avec l'aide de nos petits camarades de la communauté et auditeurs qui sont venus nous rejoindre ce soir. Et voilà, on espère que vous allez prendre du plaisir à les écouter, que vous allez parfois rire, parfois vous révolter, parfois avoir peur. On ne sait pas du tout ce qu'ont écrit Sylvain, Daz, Mélissa et Fibre, mais on a hâte de les écouter. Sylvain, il rigole déjà. Pourquoi? Super, c'est parce que même toi, tu sais pas ce qu'on va raconter. Non. Donc du coup, tu présentes le truc et tu marches un peu sur des œufs. Tu vois. Est-ce que vous êtes heureux que je ne sois pas repassé ce coup-ci sur vos C'était comptes? magnifique. Je n'ai rien lu. Je pense que si t'étais repassé, le premier conte ne s'appellerait certainement pas comme il s'appelle. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, du coup, le suspense, on va y mettre fin très vite. Et on commence avec le premier conte. Et c'est Sylvain Palais qui lance la chose. Pour Noël, Studio 404 vous offre les plus beaux contes saupoudrés de numérique. Jojo, à table. C'est un grand mec, très grand même, plus grand que les autres mecs du village. Il a un visage très fin, imberbe et un peu tout lisse. Il se regarde dans le miroir, Jojo, et il aime bien ses cheveux. C'est vrai qu'ils sont blonds et qu'ils brillent. Il aimerait, comme dans les contes, qu'on dise de lui qu'il a les cheveux comme les blés. Mais les autres disent surtout qu'il a les cheveux tellement plats qu'on dirait qu'il pleut constamment sur sa tête.
Mais c'est pas très grave parce que dans ses yeux, Jojo, il y a une lueur. Une lueur qui donne de l'espoir à ceux qui se plongent dedans. Une lueur qui réchauffe. Une lueur qui crie « J'aime la vie !» et « Je me battrai !» en même temps. En tout cas, c'est ce que la mère de Jojo lui dit tout le temps. La mère de Jojo, elle dit aussi « Jojo, à table !» Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Jojo va au rond-point avec ses amis, sa famille, ses collègues. Ils vont au rond-point parce qu'ils en ont marre. Marre de pas boucler les fins de mois, marre de vivre dans la peur de pas bouffer tous les jours, marre de sucer des cailloux, marre de bosser pour 3 quignons de pain pendant que d'autres s'engraissent, marre de pas pouvoir offrir un cadeau décent à leurs gosses pendant que d'autres achètent leur 3e iPhone, marre de vivre à 3 générations sous le même toit et de regarder à la télé un mec derrière un bureau en or leur dire que tout va bien en leur agitant un petit billet sous le nez. Et puis, marre d'être le larbin de service. Jojo, il a fait un rêve cette nuit. Le rêve que tous les retraités qui bossent dans les hangars, tous les banlieusards qui font les chauffeurs, tous les migrants qui font les livreurs et toutes les femmes qui font le ménage, et tout ce beau monde se rassemble pour expliquer aux riches que c'est plus possible de vivre ainsi. Et quand Jojo s'est réveillé, son beau-frère lui a dit « Enfile ce gilet jaune » et Jojo, il a su que le rêve n'était pas terminé. Au contraire, ça ne faisait que commencer. Il est fier sur son rond-point, Jojo. Il a foutu le feu à une palette et il fait griller des saucisses qu'il distribue aux copains et aux copines. Il les regarde dans les yeux, avec sa lueur, et il leur dit « On lâche rien !» en leur tendant une merguez. Il y a Audrey, il y a Sonia, il y a Janine, il y a Dylan, il y a Mehdi. 4 semaines qu'ils sont là, tous les week-ends. 4 semaines qu'ils se battent pour continuer leurs rêves, pour combattre la souffrance de leur vie, la violence sociale qu'on leur impose. « On lâche rien !» crient les yeux de Jojo, tout en distribuant ses merguez. Alors qu'il s'apprête à envoyer la 2e fournée, des cris s'élèvent de l'autre côté du rond-point. Une voiture tente de forcer le barrage de palettes. Un grand bruit de planches qui cèdent, un coup de klaxon. Jojo lâche son pic à merguez et traverse le rond-point en courant. Un SUV noir, vitre teintée, gros cylindre, a littéralement défoncé le barrage et démarre en trombe. Alors que les pneus crissent, que les graviers volent, Jojo a le temps de croiser le regard de l'homme à l'arrière du véhicule. Il a baissé sa vitre et lui offre un sourire méprisant. Son cou maigre et serré dans un col blanc assorti d'une cravate bleue. Il ne lui inspire que la haine. Pourtant, dans le mépris du sourire de l'homme, Jojo distingue une pointe d'amusement. Non, de défi. Avant de disparaître, l'homme abaisse son regard en direction des pieds de Jojo et murmure quelque chose. Jojo n'est pas sûr d'avoir pu lire sur ses lèvres. Il regarde à ses pieds pendant que la voiture s'éloigne. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» se dit-il en ramassant un étrange objet. Personne n'est blessé ? Jojo a rejoint le groupe. Audrey est assise par terre, un peu sonnée, mais elle n'a rien de cassé. Janine est folle de rage. Elle crie des insultes à la voiture déjà loin. Menace de son doigt ce petit point noir loin sur l'horizon. Grosse merde! Toi et ton chauffeur de merde! Toi et ta voiture de merde! Mehdi essaye de la calmer. Il lui dit que c'est en effet une grosse merde, mais que le chauffeur n'y est certainement pour rien. Cette voiture et son passager représentent tout ce pourquoi ils se battent. L'asservissement, le mépris, les inégalités, l'inaccessibilité. Ce sont 2 mondes qui s'entrechoquent, 2 mondes séparés par des vitres fumées et un V8. Jojo retourne à ses merguez. Il semble étrangement calme, mais personne ne le remarque. Pendant que les saucisses grillent, 3e fournée déjà, Jojo porte machinalement sa main à sa poche. Non, pas maintenant, se dit-il. Attendons d'être à la maison. Maman, je suis rentré. Mon Jojo, comment que c'était aujourd'hui ? Plutôt calme, j'ai fait des merguez, on a chanté des chansons, certaines voitures nous encourageaient, d'autres nous insultaient. Bon, la routine, quoi, je vais dans ma chambre. Très bien. Ne traîne pas, on dîne bientôt. J'ai fait des merguez. Jojo ferme sa porte, cale sa chaise en bois sous la poignée, enlève son gilet jaune et allume la lumière de son bureau. Il étale un torchon sur le plan de travail et sort délicatement l'objet de sa poche. Il pose avec précaution le rectangle noir sur le tissu blanc. C'est étrange, la matière est brillante, mais semble aspirer la lumière en même temps. L'objet est froid au toucher, mais irradie comme une aura brûlante. Il est inerte et pourtant, on pourrait l'imaginer respirer. Jojo, à table! Il s'est passé un truc après le dîner. Jojo caressait l'objet du bout des doigts en regardant sa chambre. Il se disait qu'il faudrait la ranger, mais il avait d'autres choses à faire, du travail. Le lendemain matin, à 6h30, quelqu'un a frappé à la porte. Vous êtes Jojo ? Oui, vous êtes qui ? Je suis Yasmine, je viens ranger votre chambre. Hein ? Pas de réponse. La femme, cinquantenaire, s'engouffre dans l'appartement et se dirige vers la chambre. Elle commence à ranger les affaires de Jojo, faire son lit, plier ses habits. Son regard s'attarde sur le monolithe. Vous devriez ranger ça. Sa place est dans votre poche. 20 minutes plus tard, Yasmine est partie et la chambre de Jojo, elle, est absolument nickel. Jojo se gratte la tête sans comprendre. Il a les sourcils froncés lorsqu'il rentre dans la cuisine. Sa mère lui a laissé un mot. Pense à faire les courses. Le frigo est vide. PS. Prends des merguez. Ah, là Jojo, c'est toujours à moi de faire les courses. Si seulement quelqu'un pouvait le faire à ma place, je pourrais me concentrer sur autre chose. La cuisine, par exemple.
Ding dong. Hein? Qui ça peut bien être, s'interroge Jojo. Il ouvre la porte. Bonjour, je Bogdan. Voici votre paquet. Signez ici. Bonne journée. Jojo a à peine le temps de dire ouf qu'il a un paquet dans les mains et qu'une camionnette s'éloigne dans la brume matinale. Il ouvre le carton et quelle n'est pas sa surprise d'y découvrir tous les produits de la liste de courses de sa maman. Même les merguez y sont. Ça alors, se dit Jojo, cette journée est de plus en plus étrange. Il porte machinalement la main à sa poche. Le monolithe noir est toujours là. Bon, c'est l'heure de manger. Je ne peux pas réfléchir le ventre vide, décide Jojo. Il commence à déballer les produits et peste un peu contre sa mère. J'en ai un peu marre de manger des merguez tout le temps. Quelle histoire! Si seulement les plats pouvaient se préparer tout seuls, tiens. Ding dong! Ah, qui est-ce? Un homme à vélo, visiblement essoufflé, lui tend un sachet en papier. C'est votre commande Deliveroo? Bonjour. Je suis Moussa, c'est votre commande Deliveroo? Oui, merci. Voilà. À peine le temps de dire ouf, le voici reparti. Jojo ouvre le sachet. Ça alors, un boboon. J'adore ça. Et puis ça change des merguez. Mince, se dit-il. Je vais être en retard au boulot. Jojo attrape son sac et court vers l'arrêt de bus pour le voir partir sans lui. Misère, le prochain est dans une demi-heure. Si seulement on pouvait avoir des transports à la demande. Soudain, un homme lui tape sur l'épaule. Il se retourne en sursautant. Wow, t'es qui toi? Bah, je suis Karim, votre chauffeur. Quoi? Bah, vite, montez, vous allez être en retard au travail. Dit-il en désignant une berline noire aux vitres teintées. Assis confortablement à l'arrière de la berline, Jojo regarde le paysage défiler. C'est quand même étrange tout ce qui m'arrive. Ça doit être lié à ce monolithe. Il est pas bête, Jojo. À chaque fois que je pense à quelque chose de pratique, quelqu'un arrive pour le faire de manière instantanée. Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'agit toujours d'un immigré qui travaille dans des conditions précaires. Mais bon, au moins ces personnes ont du travail, et c'est quand même bien pratique, tous ces petits services. Karim le tire de ses pensées. Monsieur, nous arrivons à un rond-point. Putain, ces putains de gilets jaunes qui vont vous empêcher de passer. Oh, vous y allez fort, s'étouffe Jojo. Vous savez que ces gens se battent aussi pour vous? Hein? Pour que vous viviez décemment? Pour que vous ayez des droits? Ouais, monsieur, vous avez probablement raison. Ah, sacré Karim, il faut tout vous expliquer, sourit Jojo, qui manifestement a grave pris la confiance. Il est tellement confiant, Jojo, qu'à l'approche du rond-point, il baisse sa vitre, sourire aux lèvres pour saluer ses amis. Le premier œuf vient s'exploser sur la portière. Grosse merde! Crie Janine. Toi et ta voiture de merde! Sale bourgeois! Renchérit Audrey, une minerve autour du cou. La voiture est bloquée par une palette en feu. Karim a ouvert sa portière et s'éloigne en s'excusant. Les gilets jaunes ont maintenant encerclé le véhicule et le font tanguer sur ses roues. Ils essayent de le retourner. Jojo est pris de panique. Mais c'est moi les gars, c'est Jojo, les gars, c'est moi, c'est votre pote. Mais personne ne le reconnaît. La lueur est partie dans les yeux de Jojo. Celle qui chantait l'espoir et le combat. Elle a été remplacée par une fièvre d'une autre couleur, celle d'une bourgeoisie moderne, consumériste et numérique, qui commande un petit monde de travailleurs précaires du bout de son monolithe noir. Mais il ne savait pas, Jojo. Il ne savait pas pour les conditions de travail, il ne savait pas pour la dictature de l'algorithme. Pour Jojo, les bourgeois, ils ont des bureaux en or, et ils habitent rive gauche. Ils ne sont pas dans des espaces de coworking dans le 11e. Et bien maintenant, Jojo, il sait. Il a compris qu'aujourd'hui, la bourgeoisie, c'est aussi se laisser bercer par l'économie de la commodité. Et il le regrette. Surtout au moment où Audrey lui enfile un pic à merguez à travers le crâne. Alors que ses yeux s'éteignent pour toujours, Jojo revoit l'homme dans son SUV et comprend finalement les paroles qu'il lui a murmurées avant de s'enfuir. « Voici mon code de parrainage Deliveroo. » Bravo Sylvain Palais. Quel beau premier compte pour démarrer cette semaine de vacances de Noël familiale. Nos auditeurs sont ambiancés. Tu nous avais dit dans le brief, il faut que ce soit pour des adultes, mais aussi pour des enfants. Donc Tout j'ai à fait fait. l'effort. Voilà. Écoute, les enfants seront ravis, je pense. Aucun enfant ne pleurera en pensant à Jojo empalé par un pic à merguez dans un Uber. Dis donc, c'était un compte... Alors déjà, question numéro 1, puisque vous avez le droit de créer des comptes de zéro ou vous avez le droit de vous inspirer de structures de comptes connues. Est-ce que tu es parti de zéro? Est-ce que tu t'es inspiré? Je me suis inspiré de ma propre vie. Qui est un conte de fées, bien sûr. Moi, j'ai cru que c'était le Seigneur des Anneaux, tu sais, avec l'anneau qui tombe, il garde l'anneau précieusement. Bon, après, Gollum, tu vois. On va dire que dans les contes, les schémas narratifs sont quand même un petit peu toujours les mêmes. De la situation initiale, de l'objet magique, de ce genre de choses. Non, mais quand je dis que je me suis inspiré de ma vraie vie, je déconne pas. C'est que je me retrouve aujourd'hui dans une situation, à cause du numérique, où je profite d'une économie... Oui, à cause du numérique, où je profite d'une économie des commodités, et où j'ai 30 ans et une femme de ménage. Et je trouve ça un peu triste. Et nous allons rentrer en Uber tout à l'heure. Exactement. Et non. Et non.
Comment ça? Car moi, je mets les amis à contribution. Tu Je rentres avec Ghislain. Ghislain. Et ben voilà, un covoiturage. C'est très beau, c'est bravo. Bon, merci en tout cas. Merci à Karen, merci à July, à Fanny, Merci à tous les à tout le personnages. monde en fait. Merci à Mélissa, merci à Samora, merci à Philippe. Très d'avoir belle tous voix, participé. très belle voix. Il y a eu des très très belles voix, ouais. Zéro répétition. Zéro répète. On a juste dit aux gens, soyez à fond dans vos rôles. J'ai eu l'impression de voir une farandole, une chorale de personnages haut en couleur. C'était beau. Tout à fait. Bon, du coup, on s'est dit qu'on parlait pas des gilets jaunes, mais en fait, on parle des gilets jaunes complètement là. Enfin, on s'était pas dit. Un petit peu, c'est un petit peu la background story, mais c'est pas le sujet principal. Hein. Oui. Le sujet principal, c'est la province qui découvre les smartphones et je trouve ça assez joli quand même. C'est une lecture. Et en fait, c'est paradoxal parce que les gilets jaunes sont quand même structurés avec Facebook. Ah bah évidemment. Donc, Oui, mais pas sur des smartphones. Ah bah si. Ils le font certainement sur des Packard Bell. Acheter chez Auchan. Oh, bien sûr. Ou des MSNet chez Carrefour. Quelle condescendance, vous trois. Le triangle des Bermudes de la condescendance. Ah bah là, oui. Incroyable. Est-ce qu'il y en a qui ont un petit avis sur ce conte qui est cruel hein, quand même mine de Très rien. cruel pour les gens qui oublient leurs valeurs. Nous tous ici. En tant July. que bibliothécaire, je peux dire qu'il était très bien écrit. Merci, c'est très gentil. Mais en tant qu'humaine, c'était affreux. En tant qu'humaine, le pic à brochette. Puis Non, les mais- merguez. Mais oui, il y a- mais il y a c'est un ce- pic métaphorique. Il a vécu à travers la merguez, il est mort par la merguez. Il y a ce roman, bon, il est beaucoup plus orienté politique, qui s'appelle Animal Farm, Oui. et qui explique La justement. ferme des animaux, tu peux Voilà. le dire en français. Oui, excusez-moi, la ferme des animaux. Qui est un effectivement. conte de George Orwell. Ouais, George Orwell, où tu as des cochons qui se rebellent contre les fermiers, qui donc tuent les fermiers, je crois même, et ils deviennent fermiers, et ils commencent à asservir les autres animaux. En fait, c'est toujours la même chose, c'est quand on est en position de pouvoir, eh ben, le pouvoir corrompt. Là, pour le coup, c'était en pleine guerre froide et c'était plus la critique du communisme, et du Oui, bloc voilà. soviétique, mais ouais. Et donc tu compares les gilets jaunes à des cochons. Bah écoute, c'est un animal très intelligent. Le Allez. gilet jaune. Le cochon aussi. Bah, il fallait terminer comme ça. J'ai vu un jour un cochon qui levait avec son groin un drapeau américain. Ok, avec une manivelle. Voilà. Et après, il soufflait dans une trompette un Donc- peu les 3 premières notes de l'hymne américain. C'était Donc tu très veux dire impressionnant. que les cochons sont patriotes? C'est ça que tu. Non, mais les cochons sont hyper intelligents. Je suis sûr que c'est. J'ai l'impression que cette émission de Noël est la plus agressive de toutes envers la terre entière. Qui n'a pas vu Babe, le cochon devenu berger? Voilà, Ouais. très beau film. Ils aussi. en ont mangé 12 d'ailleurs. C'est- pour un oui. film. C'est vraiment très beau. Mais alors du coup, j'ai une question. Ce monolithe Nord, donc ce smartphone, il le découvre en fait. On sait pas trop. Ouais. On sait pas trop si c'est le vieil homme dans son SUV qui lui fournit en fait. Ouais. Pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment un smartphone, c'est plus la métaphore de l'emprise qu'on peut avoir sur le monde à travers la technologie. Tout simplement. Il y a aussi, à propos d'hommes dans une voiture qui pourrait être le diable tentateur, ça revient souvent dans Stephen King. Stephen King, il a cette obsession d'une certaine marque de voiture, mais aussi, je pense au mythe de la création du rock'n'roll, où tu as un mec qui a une guitare à un carrefour à Nouvelle-Orléans. C'est le Il blues. y a une je crois. voiture qui s'arrête. Non, il a pas de guitare. Et il y a un mec qui sort de la voiture qui lui donne la guitare. Et en fait, c'est le diable. C'est le diable, Et ouais. il va apprendre le blues. Voilà. Ah, c'est dans O Brother des frères Cohen. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Ouais, c'est La le mythologie. mythe fondateur du blues. Et si je peux en rajouter sur le monolithe noir, c'est vraiment la traduction de Black Box, qui est cette chose où on rentre des informations et on en sort, mais on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu parles d'Android là. Un peu. Non, mais c'est C'est surtout. possible parce que juste le smartphone, il le ramasse au sol. Ouais. Et il n'est pas pété. Donc c'est peut-être un Nokia. C'est pas de l'Android. C'est pas Android, pas l'iPhone non plus. Mais les ronds-points, il y a de l'herbe. hein. Ah, c'est Oui, c'est pour ça. C'est tombé Ça sur l'herbe. rebondit. Non, mais c'est la boîte noire qui représente l'algorithme en fait, qui est que effectivement on appuie sur des boutons d'appli, mais on voit pas tout ce que ça entraîne derrière économiquement et au niveau de la précarité de tous ces travailleurs d'internet, les digital labor. Voilà. Le digital labor. Donc, En plus, c'est qui est un thème qui te tient à cœur. Absolument. Sylvain. Il y a une question. Une à question. Oui, j'ai une question. Samora Curie, Libération. Donc, Il est drôle. non, du coup, par rapport à ce que tu dis dans ton compte, je crois que la morale, hein, c'est un peu nous, petits bourgeois numérisés, on peut pas vraiment être proche des gilets jaunes parce qu'on est, on les utilise finalement. Ah non, On c'est pas utilise ça. des petites gens. On utilise des petites gens finalement. Ah, c'est pas ça. non. Ah non, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on est tous le bourgeois de quelqu'un d'autre. C'est un peu c'est ça, pas ouais. mal, c'est Mais via la technologie. C'est un peu ça. Mais est-ce que du coup on est légitime à aussi aller sur les ronds-points C'est l'histoire de tous ouais, les gens de gauche. On a 20 ans, on est de gauche, et puis un jour on a 400 000 euros sur le compte, on achète une maison et on dit ah putain les pauvres ça fait chier. Pardon, monsieur Wauquiez. Non mais c'est tout. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Wauquiez. C'est une journaliste qui était en train de parler. Bon. La récupération politique. Tu feras un bon Est-ce qu'on- Wauquiez, hein, Fibre. Est-ce qu'on est légitime pour aller sur les ronds-points ou pour aller manifester? Oui.
Quand on est quelqu'un des coworking, Oui. de WeWork. Bah, des fois, il y a On des peut gens y pauvres dans les coworking Oui. quand même. Mais j'avais l'impression que c'était pour tout le monde et pour personne ce phénomène. C'est Oui, que parce tout que- le monde pouvait se joindre aux gilets jaunes, et en même temps ils avaient beaucoup de mal à se dire est-ce qu'on a des gens qui sont nos étendards parce que Maintenant, c'est faut Francis dépasser. Lalanne, je crois. Entre Ah, Francis moi, quand j'ai Lalanne- vu Patrick Balkany, quand même, je. Quoi Oh bah ils sont tous mis. T'en parles au passé, pour toi c'est fini? Oui, July. À moi, tu parles? Non, je parlais à l'âme. Ah On est dans le non, noir, vous le savez. je pense que c'est pas fini, mais que Mais si on est à comme beaucoup Levallois, il de n'y a pas de mouvements de rond-point. colère, c'est compliqué de suivre derrière, de construire quelque chose. On l'a vu, il y a une rage qui était hyper, je dis pas candide, mais presque pure, et une énergie qui était folle. Mais dans ce genre de mouvement, c'est compliqué de construire quelque chose derrière. Et ils n'arrivaient pas à construire entre eux, en fait. C'est là où je pense qu'il y a la limite. Mais ils se sont fait entendre. Mais après, Et est-ce que ce Pour moi, il y a sera une un peu le mai 68, enfin le je pense pas. décembre 2018? Non, enfin, perso, je pense pas. J'ai l'impression que c'est tous les mouvements qu'on voit actuellement, des mouvements de colère et de manifestation, et qui ont différents visages. Le Brexit en était un, par exemple. C'était des gens qui voulaient plus exprimer leur colère à un moment qui en avaient besoin. Donc je leur retire pas la colère. Hein. Impossible. Je le vois comme ça. Ouais, je suis pas Vu de d'accord la avec ça, moi. province, ma maman pensait que c'était mai 68. Elle a vu des pavés décoller, le feu sur les Champs-Élysées. Elle s'est dit C'est c'est vrai. bon, c'est la révolution. Ouais, moi je tout va suis changer. pas d'accord avec. Je pense que là maintenant il y a un message qui a été envoyé au gouvernement qui dit on peut se regrouper dans la rue et s'insurger contre des trucs, donc faites attention quand même. Oui, mais donc Je pense qu'il va falloir faire attention. Enfin, le gouvernement va faire un peu plus gaffe, en tout cas. Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport au mouvement? Est-ce qu'au début vous étiez là, oh qu'est-ce que c'est que ce truc, il y a plein de fachos, merde, ça Ah bah, pue, il y en a c'est toujours violent, autant, etc. il y en a toujours Ah, c'est autant. parce que ça représente quand même la France, hein, malgré tout. Et est-ce que vous avez changé un petit peu d'avis? Moi je sais que oui. C'est-à-dire Au fil des semaines, je me suis rallié à ce mouvement. Les gens C'est vrai autour de cette table, est-ce qu'il y en a qui ont changé d'avis? Ouais, moi, pareil. Enfin, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, Oui, Karen, oui, ça peut être. Ben ouais, moi au début, je pensais que c'était juste quelques personnes en province qui gueulaient parce que l'essence était passée trop cher. Et honnêtement, ça me gavait un peu aussi parce que je suis une déjà ex-bourgeoise parisienne trentenaire. Mais ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose et que finalement, on était tous un peu mécontents de ce qui se passait en ce moment. Et je trouve le truc un peu plus légitime maintenant. est-ce qu'ils l'ont pas découvert eux-mêmes en cours de route? Tu vois, j'ai Oui, l'impression que je le pense mouvement qu'il y a de lui-même, ça aussi, ouais. il est tellement organique qu'il s'est découvert en cours de route. Bah, moi, c'était un Je peu vois. comme Karen, en fait. Au départ, en tant que bobo parisienne, je me suis dit, non, mais cette histoire d'essence, c'est un truc qui me touchait pas. Et je me disais, non, mais ils sont ridicules. Et sauf que, au final, voilà, on se rend compte que c'est un mal-être beaucoup plus important. Et c'est pas que l'essence, c'est tout le reste. Et là, on se dit, ouais, leur colère, elle est légitime, en fait. Enfin, ça y est, tout le monde se dit, j'ai des problèmes, mais le copain d'à côté aussi, et la copine d'à côté aussi. Et en fait, on est tous dans la merde. Et voilà. Des vrais élans de solidarité et de convivialité sont nés de ces mouvements aussi dans certains villages où les gens Ouais. se parlaient plus. Et, Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ont qu'ils faisaient recréé les de la gilets jaunes cohésion, aussi en fait. parce que c'était un énorme lien et que c'était le fameux rendez-vous du rond-point. Tu passais ta journée sans qu'il y ait de heurts non plus. Et de, Est-ce que le de gilet baston. jaune est un peu le Fortnite de l'adulte? J'ai rien compris. Mais, Fortnite, c'est le si je rendez-vous l'ai. des jeunes, tu vois, ils se retrouvent là-bas pour discuter, chiller. Est-ce que finalement, un rond-point, bref. Ça va trop loin. parce que moi, je suis guadeloupéen. Et, T'es pas suédois? Ah oui, non, en fait, oui. Yes, je suis suédois. Je sais pas c'est quoi l'accent suédois. Tu l'as mal fait en tout cas, je pense. Non, je n'arriverai pas à faire l'accent suédois. J'ai pas assez fréquenté de Tu suédois. vois qu'on se lance de audible? Non, je suis plutôt guadeloupéen. Bon, voilà. Non, et donc, du coup, moi, au départ, j'étais pro gilet jaune, vraiment en mode, ouais, il faut tout péter et tout. Bon, bref, faut pas le dire, mais bon. Et puis, peux le dire. en fait, j'ai réfléchi. Et nous, en Guadeloupe, en 2009, on a eu exactement la même chose. 44 jours de grève chez nous pour les mêmes raisons exactement. Et je me souviens que les retours que les gens d'ici, en France hexagonale, disaient, c'était c'est un peu des fainéants, ils veulent pas bosser. C'était hyper condescendant, je me rappelle. Hein. Ah ouais, c'était manifestif, ils disaient. C'est en gros, on manifeste, on fait la fête, on mange le boudin, on mange les acras, et puis on fait la petite grève. Quoi. Manifestif, le mot est magnifique. Et donc du coup, maintenant, avec cette prise de recul, je me dis bon, finalement, débrouillez-vous. Et moi, je compte les points. En fait, c'est beau. Ce que tu dis, c'est beau. C'est la parabole du numérique, c'est-à-dire que le tout, c'est pas d'avoir le bon produit, c'est aussi de le launcher au bon moment. Et pour la première fois de ma vie, je veux dire que les Guadeloupéens étaient en avance sur un truc. Vous êtes un peu le MySpace du gilet jaune. C'est ça, exactement. Vous êtes arrivé. Trop peu, trop tôt. Parce Ouais, qu'on les gars. on n'avait pas. Regarde les rayonnés. Les rayonnés, ils ont fait maintenant. Oui, c'est ça. Parce que La eux, ils Réunion sont l'est pas là, débiles. bien sûr. La Réunion, on est là. Ben oui. Bien Ben sûr, oui. bien sûr.
Et voilà. Commencez pas à vous touiller. Bon, on ferme cette parenthèse Gilets jaunes. Quelqu'un voulait en parler encore? Déjà, à la base, c'était quand même une émission conte de Noël, et finalement, on fait un débat Gilets jaunes. On se croirait sur BFM. Quand Vous même. imaginez bien que c'est pas des contes de Noël, c'était pas Martine ou l'école des loisirs. Hein, donc, Je voilà. une toute petite chose. Oui, Fibre. C'est que on a eu une chronique sur les bulles filtrantes et je trouve qu'il y a eu 2 bulles filtrantes chez les Gilets jaunes, c'est-à-dire que de même que les extrêmes droites disent c'est la faute des immigrés et ils entretiennent une sorte de chimère qui font que leur mouvement perdure sur des illusions, les Gilets jaunes ont commencé à dire on n'a pas beaucoup d'argent et tout le monde chez les Gilets jaunes on a eu tout d'un coup 2 millions de personnes qui n'avaient pas assez pour vivre, alors que parfois les mecs qui étaient interviewés gagnaient vraiment même plus que moi, tu vois. Donc ils disaient, il y a des interviews sur TF1, il faut les regarder, où les mecs disaient on va se priver ce Noël, ça va être compliqué, la façon dont les gens étaient habillés, les lunettes qu'ils portaient, le contexte dans lequel ils étaient interviewés, le magasin dans lequel ils étaient interviewés, laissait à supposer que non, ils n'étaient pas. Aujourd'hui, on peut vivre très bien avec très peu, je pense, en France, et je pense pas contrairement à ce que disent les Gilets jaunes, je suis désolé, qu'on meurt de faim en France. Donc il y a eu un problème de dynamitage total. Ah ouais. Moi, je crois qu'il y a vous n'êtes pas d'accord? Ça Ok. va, Non, ok, mais je trouve qu'il y a un phénomène d'auto-entretien de la légende, et il y a peut-être des tas de gens, peut-être des milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes qui ont des gros problèmes, mais c'est pas les mecs qui étaient au rond-point, les mecs qui ont des gros problèmes. Et donc la Fibre vient de caler une analyse sociologique basée sur un terrain qui est des interviews Zéro. de TF1. Eh ben ouais, Excellent. Eh ben, Écoutez, moi j'ai 3 Bourdeux. enfants, comment je fais pour payer 3 iPhones, ok? Comment je fais avec 4 000 euros par mois? Ouais, ok. Ouais. Moi, je l'ai vécu par les médias. Et Ouais, les gosses feront pas de cheval cette année, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, dis-toi que les médias ne sont pas représentatifs. C'est pas Fibre. une Comme enquête ça, c'est réglé, tu sociologique vois. en direct. après, c'est autre chose, ça. Je pense qu'il est temps de changer de compte. Allez. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un problème de bulles filtrantes chez les Gilets jaunes? De toute façon, j'ai l'impression que Sans- les Gilets jaunes, c'était un animal mythologique et chacun en faisait exactement ce qu'il voulait. Il voulait voir exactement ce qu'il voulait et tu pouvais toujours trouver ce que tu voulais prouver dans les Gilets jaunes. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Moi j'ai vu beaucoup Si de tu voulais dire que racistes, c'était que des extrémistes, tu pouvais trouver toutes les preuves que tu voulais. Si tu voulais prouver que c'était mai 68, tu pouvais trouver toutes les preuves que tu voulais. Si tu voulais prouver que c'était le plus beau mouvement aussi de solidarité sociale, de convergence des luttes, tu pouvais le prouver. Enfin, j'ai En l'impression tout que cas, c'était moi, tellement. énormément de Toutes respect. les anecdotes existent. Ouais, dans voilà. les Gilets jaunes, quoi. Donc, tu Tout peux- et son contraire existe à propos du phénomène des gens qui en. En tout cas, tu vois, il y Faut participer. a des gens qui, une fois par an, en fait, on met en scène des gens qui n'ont rien et qui doivent faire du feu. C'est Koh-Lanta que ça s'appelle. Ok. Et les Gilets jaunes, ils ont prouvé que quand t'as rien, t'arrives quand même à faire du feu. Ouais, Et rapidement, et des flammes de ouf. Donc, soit les gens de Koh-Lanta sont nuls à chier, soit les Gilets jaunes sont vraiment doués. Merci Fébretier et Daz Voilà. pour ces 2 dernières analyses. Je propose qu'on reste dans cet C'était esprit de Pascal Noël Pro, merci à et tous. qu'on s'arrête là-dessus avant d'attaquer la deuxième conte. Ce sera celui de Mélissa. Le studio 404 de Noël vous raconte des histoires de numérique. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants qu'ils allèrent à toutes les eaux du monde. Cérémonie en présence d'un chaman, stage de yoga ashtanga, ils prirent de l'ayahuasca. Tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin pourtant, la reine tomba enceinte et accoucha d'une fille. On fit une belle baby shower party. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées influenceuses qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui transmît les plus beaux cadeaux sponsors qu'elle avait reçus. La princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi à Hollywood, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif avec un iPhone de fin or garni de diamants et de rubis. On vit entrer une vieille fée, qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour. On la croyait morte ou enchantée. Elle se nommait Sarah de Paline. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif parce que on en avait fait 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler de la dernière, et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après qu'elle aurait l'esprit
Le mieux pour répondre sur Tinder. La 3e, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La 4e, qu'elle danserait parfaitement bien. La 5e, qu'elle chanterait comme Beyoncé. Et la 6e, qu'elle saurait faire les plus belles photos sur Instagram. Le rang de la vieille fée était venu. Elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un selfie stick et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, il n'y eut personne qui ne pleura. La jeune fée sortit de derrière une sculpture de James Coons et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un selfie stick. Mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout duquel le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un tweet. Il défendait à toute personne de venir avec un selfie stick au château, ni d'avoir des selfie sticks chez soi sous peine de perdre la vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance à Venice Beach, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, allant jusqu'au haut du donjon, où une bonne vieille était seule à prendre des photos du paysage. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de prendre des photos selfie stick. « Que faites-vous là, ma bonne dame ?» dit la princesse. « J'immortalise, ma belle enfant !» lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous ? Donnez-moi que je vois si j'en ferais bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le selfie stick que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle trébucha, tomba, évanouie dans la paille en bas du donjon. La bonne vieille, bien embarrassée, crie « Au secours !» On vient de tous côtés, on jette du Red Bull au visage de la princesse, on lui frotte les tempes avec de l'eau des îles Fidji, rien ne la fait revenir. Alors le roi, qui montait au bruit, se souvint des prédictions des fées et jugeant qu'il fallait bien que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel Instagram spot du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. Son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint, ses joues étaient incarnates, ses lèvres comme du corail. La maquilleuse de Kim Kardashian était spécialement venue faire son make-up. Elle avait seulement les yeux fermés, on pouvait faire les plus belles photos d'elle. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie, en la condamnant à dormir 100 ans, était dans le royaume de Las Vegas, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit Google Home qui lui envoya un lamu. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure arrivée. Le roi alla lui présenter la main à la descente du lamu. Elle approuva ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, voilà ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans le château, hors le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, maquilleuse, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, physio, nettoyeur de sneakers. Elle toucha aussi tous les lamus qui faisaient office d'annexe du château et la petite pouffe, petite chienne de la princesse, qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne pas se réveiller en même temps que la princesse, afin d'être tous prêts quand elle aurait besoin. Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de pizzas hawaïennes et de tofu, s'arrêtèrent et le feu aussi. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des tweets insignant à qui que ce soit d'en approcher. Ces tweets n'étaient pas nécessaires car il vint un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces, d'épines entrelacées les unes les autres, de hoverboards faisant le guet que ni bête, ni homme, ni groupie n'y aurait pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus le haut des tours du château. Au bout de 100 ans, en 2119, le fils du roi, qui régnait alors, un certain Sylvain de Palais, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, était allé à un concert de MH12 de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort et épais. Les uns disaient que c'était un vieux château où autrefois on passait faire des photos Instagram. Les autres que tous les dazs de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre nommé Fibre-Tigre y demeurait. Et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour pouvoir les manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois grâce à son overboard tout-terrain. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un certain Ghislain de Studio 404 prit la parole et lui dit « Mon prince,
Il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle du monde, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée. Le jeune prince Sylvain de Palais à ce discours se sentit tout de feu. Il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces, overboard et épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer dans son van Volkswagen 200 ans d'âge. Il avance vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il prit une photo avec ses lunettes pour immortaliser ce moment. #VanLife, #Prince Charming, #WhatALife. Il ne laissait pas de continuer son chemin, un prince jeune et amoureux et toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. Où sont les fans ? L'image de la mort s'y présentait partout. Ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant, au nez bronzé et à la face vermeille des Californiens, qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur tasse, où il y avait encore quelques gouttes de bière IPA, montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes du corps qui était rangée en haie, le flashball sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames dormant tous, les uns debout, les autres assis avec des casques de réalité virtuelle. Il entre dans une chambre toute dorée et il vit sur un lit le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu, une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissait avait quelque chose de lumineux, de divin, comme un filtre naturel. Il s'approcha en tremblant et en admirant, se mit à genoux auprès d'elle et prit une photo pour immortaliser le moment. Alors comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre. « Est-ce vous, mon prince ? Pick-up artiste ?» Le prince, charmé par ces paroles, et plus encore par la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même et que sa communauté était avec lui. Sa GoPro filmait dans un coin. Ses discours furent mal rangés, il était trop habitué à faire des vlogs de 30 secondes. Au fond de lui, il hésita même, il avait swipé right une autre femme 2 jours avant. Sa communauté à elle était autrement plus développée. Tout le palais s'était réveillé avec la princesse et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que le tofu était servi. Le prince aida la princesse à se lever, elle était toute habillée et fort magnifiquement. C'était la dernière collab Adidas de 2019. Mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme Rihanna et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans le salon des miroirs, photo Insta à nouveau, et ils soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les vocodeurs jouèrent de vieilles pièces des tubes de Jay-Z et Beyoncé, mais excellentes, quoiqu'il y eut près de 100 ans qu'on ne les joua plus. Et après souper, sans prendre autant, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu, la princesse n'en avait pas grand besoin. Le prince lui dit qu'en chassant à sa mère, il s'était perdu et qu'il avait couché dans la hutte d'un hipster, qui lui a fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée. Et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse aux abonnés, qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser, quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eut quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et eut 2 enfants, dont le premier fut une fille nommée M, et le second un fils qu'on nomma Moi, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils pour le faire expliquer qu'il fallait se contenter de la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il craignait, quoiqu'il l'aimât, car elle était de race fibre tigresse. Et le roi ne l'avait pas épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même à tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres fibres tigres et qu'en voyant passer des petits-enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi, le prince ne voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit maître, il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine, sa femme, dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale où elle entra au milieu de ses 2 enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Lamua, son voisin.
Il laissa la régence du royaume à la reine, sa mère. Il devait être à la guerre tout l'été. Et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa bru et ses enfants dans une maison de campagne dans les bois vers Bar-le-Duc pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après et dit un soir à son maître d'hôtel « Je veux manger demain à mon dîner la petite M. » « Ah, madame !» dit le maître d'hôtel. « Je le veux. » dit la reine, et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. « Et je la veux manger à la sauce fibre. » Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite M. Elle avait pour lors 4 ans et vint en sautant et riant, se jetant à son col. Il se mit à pleurer, le couteau lui tomba des mains, il alla au poulailler couper la gorge à un petit agneau kebab et il lui fit une si bonne sauce fibre samouraï que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite M et l'avait donnée à sa femme pour la cacher. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel « Je veux manger à mon souper le petit moi. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit moi et le trouva avec un petit fleuret à la main dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite M et donna à la place du petit moi un petit poulet fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là, mais un soir, cette méchante reine dit au maître d'hôtel « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de le pouvoir encore tromper. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela, il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine et monta dans sa chambre dans l'intention de non pas faire 2 fois. Il s'excitait, entra le poignard à la main dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre et lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avait reçu de la reine mère. « Faites votre devoir, exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés. » Car elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans rien lui dire. « Non, non, madame !» lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. « Vous ne mourrez point et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants. Mais ce sera moi dans ma cabane lodge où je les ai cachés et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche une jeune biche en votre place. » Il l'amena aussitôt à sa chambre où, la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si c'était la jeune reine. Elle était bien contente de sa cruauté et elle se préparait à dire au roi à son retour que les groupies enragées avaient mangé la reine, sa femme et ses 2 enfants. Un soir qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château pour y aléner quelques viandes fraîches, elle entendit dans une salle basse le petit moi qui pleurait parce que la reine, sa mère, le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant. Et elle entendit aussi la petite M qui demandait pardon pour son frère. Fibre Tigresse reconnut la voix de la jeune reine et de ses enfants et furieuse d'avoir été trompée, elle commande dès le lendemain au matin avec son HomePod X Future, qui faisait trembler tout le monde, qu'on apporta via Amazon au milieu de la cour une grande cuve qu'elle fit remplir de selfie sticks cassés et de cigouets en boucle pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné l'ordre de les amener, les mains liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu'on n'attendait pas sitôt, entra dans la cour en lamu. Il était venu et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle en 2D. Personne n'osait l'en instruire quand Fibre Tigresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut déchiquetée en un instant par les pics de selfie stick et les cigouets qui roulaient en boucle dans la cuve. Le roi ne laissait pas d'en être fâché. Elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants, M et moi. Bravo. Attends, il est fou ce conte. Il y en a 2. C'est l'histoire étendue. En Ouais, fait. attends. C'est La Belle au Bois dormant et La Mère est folle. Mais, ah d'accord. Non mais c'est que La Belle au Bois dormant en vrai. C'est vrai. Ouais. Mais on dirait une... On a oublié la deuxième partie. Ouais, pour moi, ça s'arrête quand elle se fait réveiller par son violeur. Là. Bah non. C'est pas un violeur. Il n'y a pas de consentement. Mais c'est un pédophile. Ouais, elle a 16 ans. 15-16 ans, c'est chaud. Hein. Il a quel âge lui? Il a peut-être 15-16 ans aussi. Bah, je sais pas, Sylvain de Paladis, nous. Hein. Moi, j'ai pas touché, je m'engage à rien. préfère pas Laissez-moi savoir. tranquille, je ne donne aucun avis. Alors du coup, approche très différente de Sylvain.
tu as repris un conte très connu, et Ouais. du coup qu'on a redécouvert, parce que je crois que personne d'entre nous... Tout le monde avait ne- oublié la reine mère. Vous voyez que les contes, ça finit mal. Ouais. Voilà, tous. Bah non, là ça finit bien, parce que du coup la reine mère Ouais. fibre Mais tigresse, bon, elle c'est se tue fini quand elle-même. même. C'est Elle quand se même suicide, assez quoi. dark, quoi. Mais il se battait pas contre un dragon, c'est un autre conte. Ça, c'est dans le dessin animé. D'accord. Non mais je sais pas, parce que comme Non, beaucoup de gens, je connais surtout dans le Cendrillon. conte, il passe les ronces et il la réveille. Ouais. Ah non, c'est la Belle au bois Oui, dormant. mais il y a la méchante sorcière qui se transforme en dragon et qui se bat et le prince est là. Mais la fin En fait, c'est la me fait reine penser mère. à Blanche-Neige. Tu vois, le côté, l'homme, Mm. le majordome qui donne le cœur d'une biche pour remplacer celui de Blanche-Neige. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un peu. Il y avait ça dans Blanche-Neige. Ouais, ouais. Oui. En fait, on sait plus qui est quoi. On a fait un studio 404 sur les fanfictions. Et dans lequel j'avais dit que une des toutes premières fanfictions, c'est que quand il y a eu le sacrifice d'Iphigénie dans la mythologie, les gens ne supportaient pas qu'Iphigénie meure sur un bûcher. Et donc ils avaient créé une fanfiction en disant mais non, en fait ils ont remplacé par une biche. Voilà. Et Le bitch, tu veux dire. Et donc, je pense que Je suis désolé. je pense que la substitution par la biche, c'est quelque chose qui doit arriver souvent maintenant dans les contes. Ah mon dieu, Daz. Une jeune bitch. Ouais, je suis désolé, je me suis laissé emporter par le. On parlait Par d'Instagram et tout. l'anglicisme. Encore une fois, très beau voice acting de tout le monde. Ah ouais, moi j'adore les On voix. the elles sont spot. ouf. Et les voix, franchement, sont ouf. on s'était dit au début d'émission, ne rigolons pas, essayons d'y aller, voilà. Je m'étais dit, on va quand même un peu ricaner. Il y a des très belles voix. Ghislain, qui devrait passer plus souvent devant le micro. Hein. Oui, c'est vrai. Quelle fallait. performance. Grosse ligne de texte. Hein. Alors, je ne sais pas si Fanny ou July peuvent en dire quelque chose, mais il y a un aspect dans La Belle au bois dormant où il faut pas toucher un objet pointu avant ses 18 ans, sinon il y a du sang qui coule et on peut plus avoir, et on est obligé de s'endormir et on ne mérite que des Alors, les pick-up règles artistes. faut pas forcément s'endormir. Hein, Ouais. Tu veux dire que le selfie stick est un symbole phallique? Monstrueux. je demande, on a Moi, une j'aime spécialiste juste pas les du médiéval selfie-sticks, ici, donc voilà. Non, mais c'est vrai, vu que les contes sont des véritables terreaux à métaphores, est-ce que ça parle de ça? Bah, le petit chaperon rouge, ça parle des règles et tout ça. Après, la Belle au bois dormant. Quoi je sais pas. Bah le grand loup, ouais. Là, je veux pas spoiler mon Le truc petit d'après, mais. chaperon rouge, pourquoi elle est en rouge? Elle est en rouge parce qu'elle vient d'avoir ses règles et donc ça y est, Elle va voir le loup. elle peut aller voir le loup. Oh putain. Ah, tu ne liras plus pareil à ta fille. Hein. Bah non, mais c'est surtout que c'est mon histoire d'après. Ah merde. Fanny, du coup, tu es d'accord avec cette métaphore, du coup? Il y a une sorte de métaphore sur le fait de toucher un objet pointu, tu Oh, je pense saignes, que tu es c'est assez puni. clair, oui, effectivement. Parce que c'est une quenouille dans le conte original. Oui. Voilà. Oui, c'est pour Partir filer en la laine. quenouille, voilà. Oui, c'est un truc pour filer laine, et d'ailleurs, le roi a normalement interdit toutes les... Bah, comme le roi a interdit les selfie sticks dans le royaume. là. Oui, complètement. On voit bien dans le dessin animé. Et c'est quoi, du coup, la métaphore du prince qui vient la réveiller, enfin, qui arrive au réveil Je pense que l'idée, c'est de dire tu peux pas quenouiller avec qui le premier venu, il faut que ce soit le prince. Il faut que ce soit un bon parti. Voilà. La quenouille du bon parti. Et c'est lui qui te choisit, surtout. La fameuse phrase le premier doit être le bon. Ah là 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 là. Eh ben, dites donc. Sinon, 100 ans de sommeil. Et après, bien sûr, la belle-mère est affreuse. Et puisqu'elle mange les petits-enfants, tout simplement. Puisqu'elle mange les petits-enfants. Je me rappelais pas de toute cette partie. Mais, Mais je pense qu'on l'a jamais connu. Ça, c'est mythologique aussi. Il y a cette peur de. Je pense qu'il y a vraiment eu. On parlait des gilets jaunes qui avaient faim tout à l'heure. Oh là là. Oh là, attention, attention. Non Attention. Non, mais. Non, tu y a- peux pas y a- dire. non, Avec les après- autres. José de neige, Mais on va drifter. non, là, mais c'est il y parti. a des animaux qui mangent leurs petits et je pense qu'il y a eu des périodes de l'humanité très sombres où desquelles on mangeait les C'est quoi le gens. rapport avec Et les gilets jaunes alors. Ben, les gilets jaunes, ils ont dit qu'ils avaient faim. Merci Fibre Tigre. Tu sais que tu pourrais aller sur CNews facilement, toi. hein. Ah oui, il y est déjà. Hein. Peut-on tout dire? En tout cas, c'était très cool de moderniser tout ce petit conte. Ça marche, hein. Mais juste en le relisant, je me suis dit, c'est horrible. Vraiment, au début, j'ai commencé à faire mon truc en mettant les selfie sticks et tout. J'étais là, genre, ouais, trop bien, machin. Et à la fin, en relisant, je me dis, mais vraiment, ces contes-là, c'est problématique. Enfin, on savait déjà, les mais contes, vraiment, c'est super cruel. Tous les contes sont hyper horribles en fait. Non, Quand mais tu horrible regardes, pour les quand tu femmes, lis en les contes de Grimm, c'est horrible. Il leur arrive Mm. toujours des trucs, mais affreux. Mais c'est fou parce qu'en plus, on le sait que les contes sont assez horribles d'une certaine manière. Et on pensait quand même faire des contes mignons. Mais en fait, ils vont Mais tous non, mais être tu te dis quand même, ça, enfin, moi, je sais pas pour vous, autres personnes autour de cette table, mais ça imprime quand même ta vision de qui doit être la personne qui te drague et tout ça. Et vraiment, là, j'étais là, genre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et à un moment, je me dis, je vais tous aborder. Et après, je vais, non, je vais laisser en fait. Ça va Ouais, bien bah, montrer. C'est bien de que les montrer dans leur problématique. jus d'une certaine manière, Ouais. les contes tels qu'ils sont. C'est C'est bien vieillot, quoi. Moi, Ça la vieillit bien. petite sirène, il est affreux. Enfin, je veux Ouais, dire, il est aujourd'hui, horrible. on regarde, parce que c'est quand même une fille qui sacrifie son identité physique pour plaire à un homme, quoi. C'est affreux. Ça n'arrive jamais.
Jamais. Si, ça, C'est impossible. Non, mais je veux dire, c'est un exemple là. Enfin, comment dire, c'est un exemple iconique sur le. Fibre rame. Ah, c'était du second degré du coup. Et Non, j'ai compris le second degré, mais. Ah, ok. Et en plus, nous, on a les versions un peu lissées de Disney. Enfin, moi, j'ai jamais lu les contes de Grimm ou les contes Oui, de mais Perrault ou les contes d'Andersen Comme ça, je me originaux. rappelle quoi. plutôt du prince qui combat le dragon pour délivrer la princesse et c'est fini, puis il s'aime jusqu'à la fin des jours. Chaque la mort les sépare. Mais ils ce qui est vécurent marrant, heureux. c'est que Walt Disney va lisser la violence et lisser les trucs gore, mais par contre, toutes les métaphores de la société masculiniste et Walt patriarcale, Disney, quoi. ils vont la garder. Quoi. Oui, parce que c'était Ça pas, rassure. ils voyaient pas le mal à l'époque. Ça date de quand? Des années 60, les Disney? Non, c'est 1940 Après, Blanche-Neige, non les premiers, mais. 40 ou 50. Non, mais je veux dire, tous ceux qu'on a vraiment regardés pendant notre enfance à nous, ils sont sortis en 60, 70. La petite sirène, il est d'autant plus. Le Il est Walt plus Disney est récent. d'autant plus affreux que petite sirène, c'est les années elle 90. change, Ouais, elle se 80. change complètement, elle renie tout ce qu'elle est pour le prince et ça se termine bien. Alors que dans le bouquin, enfin dans le conte, ça se termine mal et elle est transformée en écume de mer à la fin parce que elle a tellement tout donné, mais ça n'était pas assez que elle est condamnée à devenir une vague. Quoi, voilà. Non mais ta vague et écume de mer. Vague, c'est stylé. Écume de mer, c'est vraiment le truc. Les gens voient ça, fait putain, c'est dégueulasse. Ah non, l'écume de mer, c'est le J'y mets blanc, pas mes sandales. c'est Mais le j'ai blanc, genre- le blanc sur les le blanc vagues. moutonnant sur les vagues, c'est stylé. voilà. Non, tu sais, t'as l'écume de mer un peu mousseuse, Un peu jaune. marron, Oui. Non, jaune. mais c'est là. pas celle de Charente, là. On parle plutôt des vagues De l'océan. les vagues japonaises, là. Je sais plus Ah, comment le elles s'appellent. tableau. La Ah, vague au de Kusai. Kusai. Au Kusai, Au voilà. Kusai. Bon, très bien. Et bah du coup, merci beaucoup, Mélissa, pour cette belle relecture de Vous pouvez Cendrillon. l'écouter en 1.5 si vous voulez. Mais non, c'était très relaxant à écouter. C'est en vrai. fait. Moi, Ouais. c'était dur pour moi. Et Blanche-Neige, c'est qui l'a écrit alors Walt Disney. C'est Perrault, non? Je sais pas. C'est un conte de Perrault, je crois. Perrault, Andersen, je sais pas. Je sais pas s'ils sont repris après les On est sources, vraiment mauvais. comme on dit. Et- Toujours pareil. Ouais, Ils se sont c'est- samplés, tu penses qu'ils se sont samplés entre. Non, ils ont entre- repris les sources, en fait, ils ont forqué. Ils ont fait un fork sur GitHub et C'est comme les maisons de podcast, on a 2-3, puis après tout le monde reprend les trucs. c'est pas moi qui l'ai dit. Très bien. Tu voulais dire quelque chose, Fibre ou... Je suis très content d'être avec vous. Oh, ça veut dire qu'il est fatigué. Oui. Alors, il est Il quelle commence à heure devenir un petit peu câlin. 1h15. Ça va, on est easy. bien. Allez, du coup, on attaque tout de suite le troisième conte qui a été micro-spoilé. Mais connaissant Daz, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. C'est Noël. Au studio 404, on va vous raconter des histoires. Il était une fois, dans la Silicon Valley, une jeune start-up nommée Shape.io. Le business model de Shape.io n'était pas parfaitement défini, même pour sa fondatrice lead évangéliste VP barista, Scarlett Hood, développeuse de génie. Elle avait mis au point une tech de gestion de données bien plus performante que les standards du secteur. La cible n'était pas bien définie, mais comme toutes les startups dans la vallée, ce qui importait c'était la tech avant le reste pour lever des fonds et croître. On aura largement le temps de trouver le business un peu plus tard. C'est pour cette raison qu'en cette belle matinée de septembre, Scarlett se rendait à un rendez-vous chez Mergram Capital LLC, un fonds d'investissement prêt à mettre ce qu'il fallait pour que Shape.io se positionne sur la rampe de lancement qui lui était destinée. Tiens, dans ce laptop, tu as une version standalone de notre tech, avec un set de données de démo pour pouvoir montrer aux investisseurs ce que Shape.io est capable de faire. Lui dit Dayron Peter, le CTO. Il ajouta sur le ton de la plaisanterie. Scarlett, déconne pas. Hein, on va directement chez Mergram. T'arrêtes pas en chemin pour choper ton pumpkin spice latte habituel. Prio sur la presse. Si on décroche la thune, on t'achètera un distributeur de PSL qu'on mettra dans la salle de convivialité à côté du baby. T'inquiète pas, Deron. Tu sais bien que je serai à l'air chez Mergram. Mais Scarlett Hood n'était pas devenue lead évangéliste VP barista de Shape.io en respectant les consignes. Shape.io, pardon. C'était ça le credo dans la vallée. N'écoute personne d'autre que toi, fie-toi à ton intuition, et si tout le monde te dit d'aller à droite, c'est sûrement qu'il y a des trucs cool à choper à gauche. Et si c'est pas cool, c'est que c'est trop tôt. Mais ça finira par le devenir. C'est Mark Zuckerberg, le 47e président des États-Unis, qui avait expliqué ça. Du coup, avant de se rendre chez Mergram à Menlo Park, Scarlett décide de faire un crochet par le Starbucks de Reinsdorf Avenue à Mountain View. En sortant 20 minutes plus tard avec son PSL tiède, elle se mit à maudire ce foutu barista qui a perdu 15 minutes à appeler une Jake Wallen au comptoir avant qu'une nana nommée Jacqueline n'arrête sa musique et ne comprenne qu'il s'agissait d'elle. Elle allait être juste pile à l'heure chez Mergram, le temps de sauter dans un Uber et c'est plié. Une fois sur Uber, c'est la déception. Abderraouf, le chauffeur qui a accepté la course, se trouve à 5 minutes. Scarlett prend son mal en patience. Elle le voit arriver au nord de sa position sur Reinsdorf Avenue avant de le voir prendre l'échangeur et monter sur Bayshore Freeway en direction de San José. Elle se dit qu'Abderraouf a fait une erreur et va sûrement se rendre compte de son erreur et sortir sur Shoreline Boulevard avant de faire demi-tour. Mais non, il poursuit sur Bayshore tranquillou et passe devant l'Institut de recherche de la NASA. Elle annule la course alors qu'Abderraouf traverse Sunnyvale et se prend $6 de pénalité au passage.
Impossible ensuite d'obtenir un autre chauffeur. Scarlett commence à s'énerver, télécharge en urgence une autre application de VTC. Même constat, aucun chauffeur dans la zone. Elle passe sur les apps de partage de vélos, trottinettes, monocycles, Bird, Wings, Lime. Rien, aucun véhicule dispo dans la zone. La colère commence à céder la place à la panique. Sapristi, elle allait devoir faire appel à ce service antédiluvien dont la simple évocation provoque des sueurs froides de Santa Clara jusqu'à Presidio Heights. Un taxi. Scarlett ne sait même pas comment faire, il faut lever une main, mais laquelle? La gauche, la droite, les deux? Elle sait pas siffler en plus, quelle misère. C'est à ce moment, alors qu'elle est totalement désemparée, que s'avance une Toyota Prius Plus bleu nuit. La fenêtre du côté passager descend. Ça alors, Scarlett Hood. Pardon? On se connaît? Ah, vous ne me connaissez pas, mais moi bien sûr que je vous connais. Scarlett Hood, la whisky de Palo Alto. Shapio, le futur des bases de données relationnelles. J'ai vu votre speech lors du TEDx de Calcutta. Tellement inspirant. Vous avez l'air d'être en galère, je peux vous déposer quelque part? Vous feriez ça pour moi? Bien sûr, montez donc. Bon, c'est une Prius, mais je roulerai bientôt en Tesla. Comme tout le monde, Scarlett a lu les posts médiums sur ces jeunes femmes qui ont fait confiance à des inconnus et se sont retrouvées embringuées dans des festivals décroissants du côté de Bodega Bay, ou pire, au Burning Man. Mais cette Prius, c'était sa seule solution si elle voulait arriver à l'heure chez Mère Graham. J'ai pas le temps, pas le choix, faut y aller, se dit-elle à elle-même. Elle s'engouffra dans la Prius qui se réinséra dans le trafic. Au fait, je suis Chad Wolf, dit le conducteur en lui tendant sa main droite. Où est-ce que je vous dépose? Enchantée. Je dois aller chez Mère Graham Capital. Mère Graham, à Menlo Park. Oui, vous connaissez? Oh oui, je les connais bien. Vous les avez déjà rencontrés? Non, jamais. Je n'avais jamais entendu parler de cette boîte. Vous savez où c'est? C'est sur Sand Hill Road. Oh oui, ne vous inquiétez pas. Je connais, nous y serons dans 20 minutes. 20 minutes plus tard, la Prius de Wolf s'arrête devant une grande tour d'affaires anonyme. Vous êtes arrivé. Ah, c'est ici? Dans le hall, une discrète enseigne Mère Graham Capital accrochée à côté du bureau d'accueil. Avant d'avoir pu se diriger vers l'accueil, une femme vient à la rencontre de Scarlett en lui tendant la main. Mademoiselle Hood? Bonjour, je suis Brenda Wilkes. Bienvenue chez Mère Graham. Par ici, je vous prie. Scarlett suit Wilkes vers les ascenseurs. C'est un bien bel immeuble que vous avez là, chez Mère Graham. Oui, en effet, c'est pour mieux accueillir les start-upers les plus prometteurs, vous savez. Arrivée au 32e étage, Scarlett suit toujours Wilkes et passe devant 3 salles de réunion meublées avec du mobilier scandinave du meilleur goût. Jolie salle de réunion, Mère Graham. Oui, en effet, c'est pour mieux signer des contrats juteux, vous savez. Au détour d'un couloir, un Surface Hub de 130 pouces trône devant une table en bois sombre, autour de laquelle sont installées une dizaine de personnes. C'est ici, entrez, je vous prie. À son entrée dans la pièce, un homme d'une quarantaine d'années se lève et vient à sa rencontre. Ah, Mademoiselle Hood. Bienvenue chez Mère Graham Capital, je suis Pavel Bedia, Senior VP Funding President. Enchanté, monsieur Bedia. Bel écran, c'est un Surface Hub, c'est ça? J'ignorais que Microsoft en faisait de si gros. Oh oui, en effet, ce n'est pas grand-chose, c'est pour mieux illustrer les schémas techniques, vous savez, mais prenez place, je vous en prie. Une fois installé et le tour de table effectué, Bedia rentre dans le vif du sujet. Vous savez, Scarlett, Mère Graham est très intéressé par votre technologie et son potentiel. Nous pouvons investir et transformer Shapio en une société d'envergure internationale. Je parle des labos les plus modernes, des chercheurs les plus calés sur les bases de données relationnelles. Nous pensions commencer avec un apport initial de 2 à 3 milliards de dollars. Et il continua sa phrase, mais Scarlett ne l'entendait déjà plus, totalement sonné par le montant incroyable que Mère Graham lui proposait. Le meilleur tech funds de la place, reconnu pour ses pratiques saines et respectueuses, est prêt à miser 2 à 3 milliards sur sa tech, comme ça, sans même avoir présenté quoi que ce soit. C'est inespéré. Elle revint à la réalité. Alors cela, il faudra que vous nous fassiez une démonstration de ce que vaut Shapio, et si possible, que nos experts ici présents, messieurs Canavar et Kurtz, puissent accéder à votre code. Bien entendu, nous allons signer des documents garantissant la confidentialité de ce qui va se passer ici. Et... Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, mademoiselle, les papiers sont devant vous. Elle se saisit d'un stylo, regarde la feuille. Étrange. L'entête des documents et quelques passages ici et là sont caviardés. Ma foi, les us et coutumes des gratte-papier me sont totalement étrangers. C'est sûrement comme ça que ça se passe dans le milieu. 2 à 3 milliards, c'est incroyable. Quand Deron va apprendre ça, c'est un flipper qu'on va mettre dans la salle de convivialité. D'ailleurs, il ne m'a pas envoyé un message d'encouragement, tiens. Elle regarde son mobile et constate qu'elle ne capte aucun signal, pas même une petite barre de Edge. 0 réseau en plein milieu de Menlo Park. Elle a beau être chez Gratis Mobile, c'est quand même bizarre. Elle s'apprête à signer quand elle remarque de l'agitation à l'extérieur de la salle de réunion. Une femme court vers sa salle, poursuivie par 3 agents de sécurité. La porte s'ouvre avec fracas et la femme rentre en hurlant. Ne signez pas, madame, ou ne signez rien. Vous n'êtes pas chez Merck. Elle n'a pas le temps de finir sa phrase que les 3 molosses lui tombent dessus, l'immobilisent et la tirent vers le couloir. Laissez-moi. Oud, sortez d'ici.
Vous n'êtes pas chez Mère Graham. Et la suite de cette histoire sera contée dans la saison 2 de ce formidable conte, Scarlett Hood et Monsieur Wolf. Ce cliffhanger. Un petit cliffhanger. Quels sont nos ces practices alors que normalement on livre une saison en entier maintenant? Oui, mais t'es pas obligé de la regarder en one shot. C'est vrai, c'est vrai. J'attendrai Noël prochain. Petit chaperon rouge, grand méchant loup. Ouais. Un Alors j'ai pas contrefait. du tout pris le côté évoqué par July juste avant, à savoir la femme en fleurs qui du coup va voir le loup. Oui. Moi j'ai vraiment joué le côté start-upper un peu naïf qui se fait Qui va niquer voir la le loup. gueule par le grand méchant loup, ouais, effectivement. Alors évidemment, je pense que les gens réécouteront plusieurs fois la chronique pour avoir tous les easter eggs, genre les traductions littéraires de mots anglais en mots français, bien sûr. Il y en a un petit peu. Et même des mots indiens. Comment? Et même des mots indiens. Oui. Oui, je précise évidemment, j'ai fait un gros travail de recherche. toujours. Tous les Daz, linguiste. personnages, à part donc Scarlett, portent un nom qui veut dire loup dans plusieurs langues. Oh là 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 là. Excellent, bravo. Cet homme évidemment travaille. Donc les linguistes, toujours très les avance. linguistes vont tout de suite comprendre, bien sûr. Ils vont se réjouir. Voilà, les docteurs en linguistique. Ah là là. On aura un épisode 2 ou pas? Bah, j'aimerais bien, avant ouais. décembre Noël 2019. prochain. Avant? Ah non, c'est un peu loin quand même, les gens auront oublié, va falloir faire un previously et tout, ça va être Il y a un petit compliqué. feeling 404 dans ton chronique. compte. C'était dans le ton truc le compte. plus proche de notre jeu de rôle, non? Je Ouais. trouve pas que ça faisait très Ouais, aventure. bah, moi je voulais rester à fond Palo Alto. Mais il y a un début de chronique dans la peur du taxi. Et je dois dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué de revenir sur le Angoisse du taxi G7. et comment ça marche. Est-ce que tu stresses autant du taxi que tu stresses de recevoir un vrai coup de fil vocal? Ah, c'est dur. Encore un grand bravo aussi au voice acting de tout. On a vraiment. Ouais, Ouais, franchement, magnifique. et là je les ai vraiment mis à contribution. Scarlett Hood, magnifique. Hein. Du coup, ça veut dire qu'une partie du sponsoring de ce mois-ci va devoir revenir. revenir aux acteurs qu'on Scarlett a Hood. embauchés. Sapristi. Fibre Tigre aussi, superbe. Hein, quel CEO de. Ah bah, fake CEO de monnaie de Libre, au Mergram. fur et à mesure, il se transforme en méchant dans Nicky Larson. Mammouth, Mammouth. je ne sais plus. Tu vas te prendre de bulettes dans la tête, Niki. Mais bon, Fibre, tu nous ferais pas des voix comme ça dans Game of Thrones aussi, c'est bien. Hein. Ouais, je dois me concentrer sur le scénario, ce que vous dites. Tout ce qui me vient de la régie, c'est très compliqué. Et Mais j'adore. c'est génial, Fibre, faut vraiment que tu joues un jeu de rôle avec ces voix-là. Hein. On verra. C'était On très, a très une là, drôle. on table sur un jeu de rôle avec Kia. Donc t'as vu, moi je suis resté très neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis sur les gilets jaunes ou les viols non consentis et tout ça. Moi, Mais il y a des viols consentis certainement, dans d'autres cultures, je ne prétends pas connaître toutes les cultures sur de la Terre 2, c'est ça? Mais ça, Sur Daz, la tu le fais Terre en 2, off. Hein. Ça, tu Pas le fais de en dérapage, off. Hein, pas s'il besoin vous de- Oui, mais voilà, parce que moi je reste sur notre cœur de cible, la tech, Brotopia. Brotopia, voilà. Non. Parfait. Attends, c'est une histoire avec une héroïne. Oui, tout à fait. Mais là, j'avais pas le choix. Alors, si jamais. T'aurais pu gender se fait swap. manger, quand même. Ah non, bah non, on est en 2018, là, mais je suis bienveillant. Il y a quand même une critique des startups qui Mais se bien lancent sur sûr. business model. Ce n'est pas dénué de morale, mon cher Daz. Oui, il y a des petits. Mais enfin, ça, Y c'est. a-t-il un message sous-jacent, une critique acerbe En filigrane, masqué En filigrane. En filigrane, je place évidemment mes petits kinks sur cette société débile et les start-upers mongoliens qui font n'importe quoi. Je veux dire, c'est normal, c'est tout un univers, un microcosme, et effectivement, on en parle à plusieurs reprises. Ça Dans- existe dans la saison on a des gens qui se volent des dernière. idées, il y en a plein, mais justement des mecs qui sont genre, je dis pas faux venture capitaliste, mais qui te promettent la lune pour avoir une démonstration de ce que tu as et qui te le chopent après. Ça doit exister Bah, forcément. évidemment, ça s'appelle la Chine. Oui, mais en Chine, tu sais. Oui, C'est-à-dire que le mec se déguise. Comment s'appelle ton personnage, Sylvain Palais? Wolf. Chad Wolf. Chad Wolf. Chad Wolf ne se déguise même pas là, à ce moment-là, lui. Oui, Il mais dit en juste, fait, bah, viens, montre-moi ton truc, je vais te baiser, on verra le premier qui arrive oui, à en fait, répliquer le plus oui, vite. parce que concrètement, hein, c'est Chad qui dépose Qui l'amène. Scarlett devant le mauvais bâtiment. Tout à fait. Donc on se doute après, dans la saison 2, on revoit un petit peu le... Putain, j'avais pas capté. Waouh. ouais, ah, c'est deep, hein. C'est toi le Putain, c'est méchant. deep. Ouais, du coup, je prends une nouvelle dimension de personnage. Là, Ah bah là, c'est- mais t'étais parfait en Loïc Lemeur. C'est comme ça que je le vois, moi. Donc, Oh, loup, le C'était beau, c'était beau. Bon, donc épisode 2 quand? Eh bien, Il faudra réunir tout le monde, hein, parce que là, du coup, il faut qu'on ça va être compliqué. faut Du qu'on ramène. Alors, Sam, c'est facile, mais July, Un spécial Fanny, été. coup. Ouais, on pourra le faire dans le bus du C'est camp. la Californie. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent pour le camp. Vous voulez dire le camp numéro 5 dont la date et le lieu sont déjà. Non, je déconne. Le numéro 5 C'est dans les tuyaux. Pour moi, c'est le bientôt numéro des 3. postes. C'est le numéro 3. Et non, ça sera Et le camp pour moi, le numéro 5. 4. Et non, ça sera le camp numéro 5. Vous viendrez ou pas d'ailleurs? Bah, si on a la date et qu'on peut poser des congés, bien sûr. Ce sera du 2 au 5 mai.
Ah bah voilà. C'est Mais annoncé. comment tu l'as annoncé comme ça? Fibre Pourquoi vient de poser la C'est date. comme ça depuis 2 ans. Hein? Ah bon? Du 2 au 5 mai, c'est pas le cas? Non, Non, c'était Non, du 8 c'était au 11 plutôt la autour dernièrement. du 8. Ouais, ça me ferait chier le 8. Bah ouais, mais c'est un jour férié, tu sais. Ouais, mais le 1 aussi. Bah, pourquoi pas le faire du 1 au 5 et pas du Oui, 2? en fait, quand j'ai le 2 au 5, c'est du 1 au 5. en fait. Mhm. Bon, dit bref, juste des dates pour n'écoutez que pas vous disiez Fibre Tigre, il y a des gens qui vont grave, prendre leur c'est week-end et ils vont se retrouver. En week-end, du coup. Vous voyez, ils vont se retrouver. Trop de vacances ne nuit pas. Merci beaucoup Daz pour ce petit compte. Du coup, on a une tendance, donc on a Sylvain qui a fait un compte de 0, on va dire. Et on a Mélissa et Daz, chacun à leur manière en tout cas, qui ont récupéré des structures ou des comptes littéralement pour les retravailler à la sauce 404. On va voir avec le dernier compte s'il y aura une parité 2-2, s'il y aura 3-1 ou s'il y aura 1-2-1, puisque Fibre sera parti dans une troisième voie dont lui seul a le secret. Accrochez-vous, mettez vos ceintures, c'est parti avec Fibre Tigre. Pour Noël, Studio 404 vous offre les plus beaux contes saupoudrés de numérique. Alors, je voulais écrire un beau conte de Noël, en fait, qui était, c'était un peu sur nous parce que il y a une bonne histoire d'amitié sur 404. Puis il est tard, donc finalement j'ai un vrai conte. Et comme je suis un peu un joueur, il y a un petit jeu dans ce conte, c'est que ce conte est partiellement vrai. Il est partiellement vrai, c'est-à-dire qu'il est au moins à 1% vrai. Il est peut-être à 100% vrai. Donc, je vous laisse, si ça vous intéresse, je vous laisse chercher sur Google à quel degré les informations que je vais vous dire dans ce conte, qui est un peu bizarroïde, mais assez extraordinaire, mais étrange et vrai. Peut-être 100% des choses que vous allez écouter ce soir sont vraies. Mais là, tu nous as décrit toutes tes chroniques, Fibre. Non, pas encore. Joyeux Noël, des bisous. Alors, le conte s'appelle Le pays des âmes solitaires. Toutes les adolescences sont difficiles. On a tous eu nos problèmes, et qu'ils soient dérisoires ou sérieux, ils ont tous fait souffrir un peu pareil. Notre héros, Nicolas, est un ado, et il se sent un peu seul. Il est un peu moche, il se passionne pour rien. Il regarde avec envie, un peu comme on regarde des films magnifiques, les ados de son âge qui s'arrivent à se passionner pour des jeux vidéo du sport, qui attirent les likes et les faves, qui semblent avoir des vies intenses là où la sienne est nulle, parce que certainement, lui, il doit être nul. Il est dans une famille aisée, dans un lycée particulièrement coté de Paris que je ne citerai pas. Son père est un avocat, probablement épuisé de venir en aide à tout le monde et toute la journée, et il n'a jamais eu le temps de lui transmettre de l'amour. Après tout, Nicolas, il a la belle vie. Ce qui lui fait le plus mal, c'est quand ses camarades de classe organisent des trucs devant lui sans l'inviter. Par exemple, un match de foot. Après tout, c'est logique, il est nul en foot. Mais il pourrait l'inviter, au moins une fois. Un jour qui était un peu tristounet, c'était pas pour un match de foot, mais c'était pour un World of Warcraft, ça se passe il y a quelques années. Sa mère lui a donné un conseil plein de bon sens. Bah, t'as qu'à leur dire de t'inviter. En vrai, Nicolas était un boulet. Vous connaissez cette capacité des ados à s'unir contre une tête de Turc qui va prendre pour tout le monde? Bah, la tête de Turc, c'était lui. Quand il a parlé de s'incruster, d'abord, les méchants de la classe lui ont dit d'aller se faire foutre. Et puis, il y a eu les très méchants. Les très méchants lui ont répondu, mais pourquoi pas? Et ils sont mis à réfléchir pour trouver un truc vraiment malsain pour le tourmenter. Et ils ont appelé ça le plan Rendez-vous de l'enfer. Leur plan était de se donner rendez-vous virtuellement, dans Second Life ou à Beau Hôtel, dans une partouze virtuelle hardcore ou un truc chelou de terroriste. Mais bizarrement, c'était pas facile à trouver. Donc pour gagner du temps, il y en a un d'entre eux qui trouve un vieux MMO, qui était un salon de chat virtuel qui s'appelait Active Worlds, complètement désert, un peu chelou, un peu médiéval fantastique, moche. Pas une âme qui vive, le truc complètement vide. C'est un de ces MMO primitifs maintenus, on sait comment, qu'on peut construire soi-même. Donc on construit, les utilisateurs construisent le contenu eux-mêmes, à la Second Life. Il repère une pièce de château qui domine à Active World, c'est un grand château. Il colle sur les murs des photos atroces de mutilations, de porno, des trucs de snuff, tu vois. Il colle un gros loser au milieu, et ils se donnent tous rendez-vous le lendemain, dans cet univers, dans cette pièce. À part que personne, évidemment, n'ira, sauf Nicolas. Le lendemain soir, Nicolas se connecte sur Active World. Imaginez un Second Life plongé dans la nuit, avec des ponts de pierre médiévaux, des champs en gros polygones, des châteaux avec des perspectives trop grosses par rapport au personnage, un peu le look des années 90 des jeux vidéo. Lui, il se crée un petit personnage avec un sweat à capuche, il va devenir un cool guy, il va au point de rendez-vous, il voit ce qui a été fait, et après la première surprise, il comprend surtout qu'il a été, une fois de plus, rejeté. Il tente un petit appel sur le chat général, pas de réponse. Il a été écarté, une fois de plus, avec un message clair. Il n'a pas très envie d'aller à l'école le lendemain. Il évite les autres qui, évidemment, le regardent en coin ou méprisent globalement la situation. Comme pour contempler un peu plus la noirceur de sa situation, Nicolas se reconnecte sur Active Worlds. Ce monde est un peu comme lui, bizarre, moche, déserté de vie. Quand il revient au château qui domine la silhouette
qui domine le monde d'Active World, il y a une silhouette. Quelqu'un est là. Un harlequin blanc et doré qui a le nom Hitomi. Alors, cet harlequin ne dit rien. Et quand Nicolas s'approche, Hitomi parle en anglais et il dit « Demande-moi si je suis un arbre. » Est-ce que tu es un arbre ? Non. Et Hitomi s'en va. Et il se dit, mais attends, c'est un bot, il se fout de ma gueule ? C'était un bot. Et quand Nicolas revient sur le lendemain, il ne sait pas trop pourquoi, c'est peut-être parce qu'il n'a rien à faire, il recroise le bot Hitomi. Et là, il comprend. Hitomi n'est pas un bot. Il se déplace, il fabrique des choses. Il est le seul habitant de Active World, le MMO déserté. Ils passent la soirée, leurs avatars côte à côte. Au fil des jours, ils vont se parler en anglais, mais difficilement. Lui, il parle pas très bien anglais et l'autre non plus. Plus que leurs mots, ils visitent la cité désertée et grandiose d'Active World. Des ponts titanesques et grossiers menant à des îles. Un visage et un bras de titan sortant d'une muraille s'élevant jusqu'au ciel. Des fontaines de lave, des champs de blé qui ne flétriront jamais. Une belle ville avec une tour de l'horloge et un monorail sans aucun habitant. Le travail conjugué de milliers de joueurs qui ont quitté il y a des années cet endroit à jamais. Et ensemble, ils commencèrent à construire lentement l'architecture virtuelle avec des moyens limités, l'architecture devenant vecteur d'expression. Des plans ambitieux et fous développés par Nicolas dans ses jours de lycée qui lui font oublier tous ses soucis. Moi, personnellement, j'aime le soleil et la mer. Moi, fibre tigre. J'aime les lieux denses de vie, intenses d'activité. Mais certains aiment la mélancolie des automnes, des cités sordides d'Europe de l'Est à moitié détruites par des conflits oubliés, des lieux vides de toute présence humaine. Ils rêvent de paysages post-apocalyptiques où leur tourmenteur d'aujourd'hui serait loin dans l'espace et le temps. Ainsi, Active World recevait des touristes amateurs de lieux désolés. Cachés, Hitomi et Nicolas les regardaient arpenter le monde et les architectures étranges qu'ils avaient créées. Parfois, ils tombaient sur Hitomi, qui leur demandait de lui demander s'il était un arbre. C'était un peu sa blague bizarroïde. Et puis un jour est venu un visiteur un petit peu spécial, Vinesauce, un youtubeur à 500 000 abonnés. Dans le cadre d'une vidéo exploratoire un peu creepy, il se met à visiter en stream devant 6000 viewers Active Worlds. Et il arrive à se bloquer. Il est bloqué dans un endroit qui n'était pas du tout prévu. Hitomi sort de sa cachette, lui ouvre la porte, qui lui barre le passage vers une île. Et Vinesauce a la même réaction que Nicolas. Bah tiens, c'est un bot, bizarre. Et cuisine un peu ce bot en direct. Et là, Hitomi, alors il dit des phrases cryptiques, creepy, tout ça. Ça prend pas. Tout le monde comprend que le bot creepy que le mec se tape depuis tout à l'heure, en fait, c'est un humain qui est là tout seul dans ce monde hyper creepy. La vidéo marche à fond. Il y a un article de Geek and Sundry sur cette Digital Ghost Town et sur laquelle tout le monde se connecte. Le serveur maintenu on ne sait comment après la chute du MMO, il est surchargé, il est désactivé par la société qui se mettait à payer pour les connexions de fous. Active World disparaît. Hitomi, les projets de construction à la Escher, tout ça disparaît brutalement de la vie de Nicolas. Il se réveille d'un coup, revient à un quotidien brumeux d'angoisse. Il réalise entre-temps que ses parents ont divorcé, que ses cahiers remplis des villes imaginaires maladroites du monde disparu. Ce sont des jours sombres, mais éclairés par les souvenirs. Et puis un jour, il reçoit une invitation par mail. Un mail bizarre, presque un spam. Active Worlds revient. Nicolas se connecte, il arrive sur un serveur privé où il n'y a rien. Il n'y a plus les villes, il n'y a plus rien, presque rien. Il y a juste un avatar qui lui demande de lui demander s'il est un arbre, c'est Hitomi. On ne sait comment il a obtenu l'architecture du jeu et loué un serveur, mais cet Hitomi est là, il a recréé le jeu, il n'y a presque rien, mais il leur manque tout le reste, c'est-à-dire les châteaux, les villes, les champs, mais tout ce reste, il existe quelque part, il existe dans leurs souvenirs. Ils vont donc patiemment reconstruire avec expertise les constructions maladroites de ceux qui étaient là avant eux. Et cela va prendre des années. Un projet sans nom, un projet presque solitaire, un projet sans objet, si ce n'est de respecter à la perfection le geste passé de ce genre inconnu. À part qu'un jour, Hitomi ne se connecte pas. Pendant une semaine, pendant un mois, 2 ans passent. Nicolas a eu son bac, il est désormais en fac d'architecture. Le pire destin de sa prestigieuse promo d'énarque et de normalien, à part un prof type qui s'est retrouvé dans la drogue, toujours pas d'Hitomi. Il s'inquiète. Il n'a presque rien sur Hitomi, mais il a quelques pistes. Le mail d'invitation, il a le serveur, on peut faire un whiz. Tout pointe vers un vrai Hitomi, un Hitomi Fujiko, né le 5 avril 1975, une adresse dans une ville au Japon appelée Nara. Il économise, il fait des petits jobs à côté, et un 20 décembre 2017, il part pour le Japon, avec presque rien en poche. Nara est une ville traditionnelle. Donc Sylvain peut-être peut nous en parler, ou Lame, enfin je sais pas. Hein. Donc il trouve la maison d'Hitomi, immense, en bois, dans une campagne isolée, à l'ombre d'une forêt d'arbres très sombres, là où le taxi n'était pas certain d'ailleurs de vouloir les laisser seuls. Il y a un homme devant la porte, les visiteurs sont rares. Il pourrait être né en 1974, il est peut-être un peu jeune. Donc lui, Nicolas, il demande Hitomi, l'homme le regarde, alors il est japonais donc c'est compliqué, parce qu'ils ne comprennent pas bien l'anglais, donc il s'incline. Il demande à Nicolas d'entrer dans la maison
Et sur les murs, on voit des plans architecturaux, des prix internationaux. Ils arrivent sur un jardin parfait de dalles, d'herbes, de fontaines, jusqu'à une petite colonne verticale. C'est une tombe. Il y a quelques mois, l'associé historique de la plus grande boîte de construction japonaise, dont je tairai le nom, est décédée. Invalide, elle avait passé ses 15 dernières années à regarder les arbres et à errer sur l'internet sous le pseudonyme de Fujiko Hitomi. C'est son fils qui a accueilli Nicolas dans la maison. Le lendemain, avec une peine immense, Nicolas plantera un arbre à côté de la colonne de pierre. La communication est difficile, mais il explique à son fils qu'Hitomi était son ami, peut-être son ami le plus cher. L'homme s'agenouille avec un immense respect, lui dit que désormais il a une autre famille à Nara, une famille reconnaissante, qui comprend ce que Nicolas représente dans son œuvre commune. Nicolas montre l'arbre, demande au fils de demander si Fujiko est un arbre, mais c'est compliqué, il ne comprend pas, et puis la blague ne marche plus. Hitomi est un arbre désormais. Voilà. C'est émouvant. Ouais, c'est très très beau. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous laisse rechercher. Oh, moi je pense que toute la partie sur le mec nul en foot qui a pas d'amis, c'est vrai ça. Pour le reste. Mais c'est pas mal qu'il ait pas fini un sel en fait, du coup. Bah, je m'attendais à ça en fait. Je me suis dit, putain, il a pas fini quoi? Un sel. Je me suis dit, ça va finir en mode shooting. Quand je parle d'un shooting, je parle d'un mass shooting. Et je pensais que ça allait mal finir, mais en fait, ça finit très bien. J'ai une petite larme. Bravo. Ce qui est étonnant, c'est que c'était. Enfin, mon avis, c'est que c'était extrêmement émouvant et qu'en même temps, tu l'as raconté avec un certain détachement, je trouve. Des fois, tu le décrivais en disant, bon, bah là, il parle un peu japonais ou bon, moi, j'aime ça. Il y avait une forme de détachement parfois et pourtant, l'histoire on était tous subjugués par l'histoire. Bah, elle est incroyable cette histoire. Voilà. Et elle est incroyable parce que tu t'envoies des histoires et tu te branlouilles, elle est incroyable parce que la base est incroyable. Et en plus, il y a un aspect de l'histoire, vous verrez, vous chercherez, mais il y a un aspect de l'histoire d'une personne que je connais personnellement, et donc c'était pour moi c'était extrêmement long à écrire ça, voilà. Mais c'était cool. C'est vrai que Fibre, comme d'habitude, était le premier, pour les gens qui aiment les quiz de Studio 404. Extrêmement long à son échelle. Hein. Voilà, non, mais Fibre est toujours le premier à rendre la chronique puisqu'il l'a écrit avant de la proposer, ça c'est normal. Mais ce coup-ci, Fibre, tu nous l'as rendu un peu après, tu nous as dit que c'était une douleur à écrire. Ouais, c'était la plus dure des chroniques, et j'écris genre une page par jour, mais vraiment ça m'est jamais arrivé, normalement c'est en automatique, et là c'était dur, mais c'était compliqué. Peut-on aussi saluer la performance de l'arbre? Oui. Magnifique. Un peu la réalité. C'est-à-dire qu'avant, tu nous avais proposé 4 voix différentes et tu en as fait une 5e pendant l'enregistrement. C'est-à-dire que bon, j'ai un dog de voix, donc j'ai une certaine palette. Et prédestiné à faire du podcast. Ah ouais, ça rend vraiment très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur avis sur cette histoire de Nicolas Hitomi, on appelle ce conte? Hitomi Fujiko, ouais, bah, elle s'appelle Le Pays des âmes solitaires. Le Pays des âmes solitaires, c'est vrai. Et donc Active Worlds, en tout cas, existe, ça c'est sûr. Vous pouvez aller voir le château dont j'ai parlé, l'horloge, la fontaine de lave, tout ça. Attends, ne dis pas ce qui est vrai. Voilà, bon. Non, mais au moins, voilà. Non, mais c'est un délire un peu. Ça existe un peu, il y a des trucs sur jeuxvideo.com. Ouais, c'est devenu une sorte de creepypasta de ce fantôme, de ce serveur fantôme, etc. Donc j'ai entendu parler de cette histoire. Par contre, l'histoire de Nicolas, je pense que c'est une histoire qui t'est arrivée. Ouais. Il me semble qu'ils en ont parlé dans Distorsion, le podcast. C'était un podcast québécois. Dans la nuit originale. Non, mais de toute façon, on va une sauce. Je voulais pas dire, mais du coup, tout le monde le sort. Mais voilà, c'est. Ouais, ben voilà. Mais c'est une belle adaptation. Voilà, t'as plagié un podcast qui est déjà sorti, bah bravo. Voilà, arrête de casser toute la magie. Non, franchement, l'histoire. Le petit chaperon rouge. Mais pas du tout. Non, l'histoire est super cool. Vraiment, le côté. Moi, je trouve que ça ressemblait vachement à Inception quand DiCaprio et sa femme se réfugient dans leur monde et construisent leurs trucs dans leur coin. Moi, je trouve qu'il y avait un côté Château dans le ciel de Ghibli aussi, où ils arrivent dans cette sorte de civilisation déserte où il y a un robot. Enfin, après, on apprend qu'il y a plus de monde et qu'il y a un robot qui est seul et qui. Bah, ça, c'est Rama aussi, limite de Clark en fait. Ouais, qui jardine un peu tout seul. Au niveau avec Rama. Ouais. Depuis des centaines d'années. On a parlé des Digital Ghost Town dans un studio 404 aussi, les amis. Hein. C'était qui l'avait fait? C'était toi, Sylvain? C'était pareil? Non, parce que là, on parlait plus, des réseaux sociaux désertés, pas littéralement de monde virtuel où des gens avaient construit des choses. Ouais. Et puis là, ce qui est génial, c'est que le mec se coupe de la réalité qui est trop horrible pour lui pour se réfugier dans une passion qui va finir par le bouffer entièrement. Je sais pas, après, il a fait d'architecture. Ouais, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais il a même pas vu que ses parents divorçaient en fait. C'est ça qui est. Ouais, moi j'ai cru que ça allait mal finir à partir de ce moment-là. En fait, t'attendais que ça. T'attendais un incel, t'attendendais un drame, t'attendais une bombe. Je suis trop content que ce soit bien fini, quoi. Et en fait, un pic dans le crâne, un truc. Un pic à merguez. Ouais. Mais il y a ce côté. Enfin, j'ai pensé à l'urbex en fait quand j'ai écrit ça, parce que je me suis dit, il y a des gens qui font de l'urbex digital, et c'est assez ouf, quoi.
C'est vrai qu'il y a de l'urbex digital depuis quelques temps. Donc pour les gens qui ne savent pas, urbex, c'est Urban Exploration. Ouais. Donc elle est notamment dans des bâtiments désaffectés, des lieux abandonnés, des vieilles bases militaires, des hôpitaux. Il y a aussi cet aspect faire des photos en aussi grand angle très qui est, saturé. qui est vertigineux. HDR. HDR. Il y a cet aspect vertigineux de gens qui ont créé des choses pendant des années, qui tout d'un coup le quittent. Enfin, aujourd'hui, dans Candy Crush ou dans Clash Royale, on a plus cette dimension un peu créative, pérenne. Justement, dans Minecraft, Bah, c'est un Minecraft, serveur un peu ah ouais. dédié où des enfants, des joueurs créent des mondes immenses qui finalement laissent dans leur jus. Ce serait drôle de voir des enfants d'aujourd'hui redécouvrir leur création dans 30-40 ans dans Minecraft et de voir comment ils les ont laissés, dans quel état ils les ont laissés. Ça serait... C'est-à-dire qu'on a une petite archéologie du jeu vidéo aujourd'hui, Bah oui, une non, certaine c'est- histoire. Hein. Bah non, parce que tu dépends quand même de. Et Fibre le dit très bien, en fait, tout ça dépend juste de la volonté de maintenir le l'éditeur serveur. de maintenir le serveur. En fait. Mais Ça, sur Minecraft, tu c'est- as justement ce côté serveur privé et mode qui font qu'il y a une sorte d'indépendance totale de ta création. Une aussi. décentralisation, tu veux dire Ah oui. Et là, pour le coup, c'est une décentralisation qui est pas vertueuse parce que enfin, ça peut être perdu, quoi. Je sais, aujourd'hui, par exemple, il y a la Bibliothèque nationale de France. Voilà, bah, vas-y, Julie, dis-le mieux que moi. Non, mais ouais, la Bibliothèque nationale de France, maintenant, il y a de la conservation de jeux vidéo. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'ils veulent absolument conserver des jeux vidéo, mais aujourd'hui, là, les Digital Ghost Stones, c'est quand même autre chose. C'est de la création via le jeu vidéo qui est pas conservée, quoi. Oui, parce qu'il y a une différence entre conserver le code du jeu et donc pouvoir le relancer de manière, resetter quand on peut, et Création carrément du jeu, hein. conserver ce que tu as pu construire avec le jeu, où ça, de toute façon, c'est perdu. Quoi. Bah oui, ouais. Cette vieille sauvegarde de The Witcher 1, corrompu, qui m'a planté la moitié du jeu. Une sauvegarde, pourquoi encore, il y a- personne me l'a Il sauvegardé? n'y a pas de choses de très créatives, mais ouais. Il y a peut-être, je sais pas, il y a des gens qui ont fait 2000 trucs sous Paint et ça a été perdu un jour, quoi. François Courtis, si tu nous écoutes. Ah, c'est plutôt PowerPoint. le patrimoine office de François Courtis. Ou toutes ces balades sur Red Dead Redemption. Tu vois. Tu perds ça. Mais est-ce que la balade, c'est une œuvre créatrice? Bah, je sais pas, moi j'ai regardé un de mes potes jouer et enfin c'était hyper joli en fait. C'est juste t'es spectateur et tu vois quelqu'un se balader dans un monde qui n'existe pas. Enfin, Mais qui n'existe pas, mais qui est quand même fait pour ressembler vachement à un monde qui bah existe. oui, mais c'est les États-Unis comme on les verra Comme on les plus verra jamais. ouais. Surtout qu'il y a 1000 manières de mourir avec son cheval. Hein, c'est pas mal ça. On peut mourir 1000 fois d'un cheval. Mais on peut pas chevaler 1000 fois, 1000 fois d'un mort. Ouais, ou ou la un truc même comme ça. Ouais. Mais la différence après de RDR2 et de Active Worlds ou de Minecraft, c'est qu'effectivement, il y a un côté où tu rentres dans le monde de quelqu'un, mais qui est un monde qui n'a été fait que pour lui, par exemple. C'est-à-dire que le monde d'Itomi et de Nicolas sont un monde qui sont construits tous les deux en duo ou en couple, je sais pas comment on peut appeler leur relation, et qui était un monde effectivement qui ne répondait à aucun autre besoin qu'au leur, en fait. C'est ça qui était peut-être beau, et de voir ce qu'ils ont recréé de quelque chose qui est ouvertement maladroit, ouvertement bancal. C'est ça que je trouvais vachement beau par rapport à notamment se balader dans des grands et beaux open world comme RDR2, Breath of the Wild ou Assassin's Creed. Ce qui est chouette et mignon aussi, c'est que du coup, dès qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent là-dedans et qui n'ont pas contribué à la construction de ce monde, et le monde il est détruit parce que les gens ils sont T'as venus cette là juste sensation pour Karen saccager. aussi de genre non, venez pas. Mais ouais, c'est ça, genre vous saccagez notre paradis quoi. Ce qui est marrant, c'est que le mec, il a que 6000 viewers sur Twitch, ce qui est absolument que dalle. Oh, commence pas à faire ton blasé. Mais non, mais c'est vrai. Il était sur la JVTV, reste un 6000 viewers live. 6000 viewers live. C'est pas grand-chose par rapport à des mecs qui font des scores de tarés, des 150 000 quand ils jouent à Fortnite. Tu vois. Fais-les les 6000 viewers, mec. On va y arriver l'année prochaine. Mais c'était en 2016. Ouais, c'est pour ça. Okay. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient construit une relation sans jamais vraiment savoir qui ils étaient l'un l'autre aussi. Ça me rappelle les débuts d'Internet, c'est cool. Ouais. Ça rappelle le début de notre relation avec Fibre. Oui, c'est Internet. Plus vraiment aujourd'hui. Construisez des articles avec Fibre sans se connaître. Mais j'ai l'impression que, en fait, dans ce que vous dites, il faudrait qu'on ait une trace indélébile de ce qui s'est passé entre ces deux personnes en ligne. Alors que si on dit que la vie virtuelle et la vie réelle c'est la même chose, dans la vie réelle, on vit des instants, on vit des moments avec des gens et on n'est pas tout le temps en train de les conserver pour les afficher et les revoir plus tard. Dans la vie réelle, 150 ans après, t'as des mecs qui font des cagnottes pour aller déterrer les valises d'une petite vieille et lire tout son courrier, tu vois. Mais ils sont bizarres, ces gens. Bah ouais, mais n'empêche que t'as une trace et c'est vrai que le problème. Project, non Ouais, c'est ça. Madeleine Project. Le problème, c'est ça, c'est que le jeu vidéo, il y a un vrai problème de transmission en fait, puisque les jeux ne peuvent tourner que sur les Est-ce que plateformes tu pour ne veux lesquelles pas ils ont été forcément conçus. transmettre? Si à un moment
le monde qu'ils ont créé dans Active World, c'est leur journal intime à eux. Non, mais bien sûr, mais ça, c'est ils ne veulent pas sortir de chez eux en fait. L'archéologie, c'est le même principe. On n'est pas sûr que les mecs qui ont mis leurs mains dans les grottes de Lascaux, ils voulaient absolument que 15 000 ans après, il y ait des gars qui fassent des tests dessus, tu vois. Pareil pour les pyramides, je pense pas que les gars ils se disaient ouais, ça va rester 600 millions d'années. Alors qu'aujourd'hui, on fait tout pour. Tu vois, donc, enfin, je sais pas, c'est le rapport à l'œuvre. En fait, à un moment donné, ça t'échappe. Déjà, ça c'est sûr. Après, est-ce que les gens en font? Moi, je trouve ça beau de pouvoir justement rentrer dans cet univers-là, mais par contre sans rien toucher, c'est-à-dire sans foutre le bordel, juste en visiteur ghost. Je trouve que même le voir, tu casses quelque chose en fait. Mais il y a ce côté aussi, je pense que ça nous est tous arrivé, ou ça nous arrivera. On fabrique des choses avec un univers virtuel. On a toujours. Toi, par exemple, je sais que tu as fait un peu de musique. On a tous fait. Et puis à un moment, on bazarde ça et on passe à autre chose parce qu'on est devenu une personne différente. Est-ce que ça doit vraiment être oublié ou est-ce que ça doit être conservé? Est-ce que finalement ça a un intérêt d'être conservé? Il y a des gens qui disent moi je jette tout parce que voilà, c'est conservé. Moi je travaille par exemple. Est-ce que tu as gardé tous tes écrits? Toi qui as écrit non, beaucoup de monde et beaucoup je suis d'histoires. vachement. Non seulement je les ai pas gardés, mais j'ai traqué les copies physiques de certains écrits pour les détruire à jamais. Tu vois, parce que j'en avais honte, tu vois. Et Je crois que tu faisais ça qu'avec les tweets. Le mec en fait fait ça avec sa vie entière. Non, mais parce que parfois, ouais, t'as écrit des trucs, c'est trop mauvais. Mais voilà, donc c'est beaucoup ça nous dépasse et il est trop tard, je suis fatigué. Je t'imagine débarquer à minuit sous une pluie battante chez des gens et faire toc toc toc. Ouais. Fibre Tigre, oui, vous avez un journal qui m'appartient. Je vous l'ai confié en 1977. Il faut absolument le détruire. C'est un mot sur ton cahier de texte. En vrai, ça m'est arrivé. En vrai, j'ai traqué des mecs. De la fiction. Mais j'étais plus gentil que ça. C'est-à-dire, j'étais genre, tu te souviens ce que je t'ai confié en 1989? Est-ce que tu l'as toujours? Ouais, ok, j'aimerais bien le récupérer, faire des photocopies. En fait, je l'ai détruit de la plus vive des façons, quoi. Tu détruiras Game of Thrones un jour, tout ce que tu as construit avec nous? Tu nous détruiras? J'en suis assez fier pour le moment. Non, mais là en plus ça t'a échappé. Là maintenant c'est beaucoup trop diffusé pour que tu puisses avoir la main dessus ou ne bloquer. Oui, il y a ça, c'est ça. Voilà, je disais tout à l'heure, c'est que l'œuvre t'échappe. Une fois que ça t'échappe, ça t'échappe. Et pour ça qu'il faut faire attention avec les sextapes, les enfants. Moi j'arrête pas de vous le dire. Mais... Et sans compter les réécritures. Des sextapes, toutes les personnes exactement. qui l'ont écouté peuvent le réécrire après. C'est ça. Ouais. Comme les contes. C'est comme l'histoire, voilà. Je fais un peu ma médiéviste, mais ce qui a été vécu à tel moment, on le sait aujourd'hui par certains écrits, mais on n'a aucune idée sur vraiment ce qui s'est passé. Oui, en fait, que tu connais que des interprétations et des visions. On est même à peu près sûr que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est un peu la théorie de Garry Kasparov qui disait que on ne peut pas être sûr de tout ce qui est avant 1900. Et lui, il dit je refuse de considérer l'histoire comme une vérité avant 1900 parce qu'il n'y a aucune trace vidéo, audio. Voilà. C'est un peu radical, mais pourtant l'audio et la vidéo, ça peut être modifié. Mais je trouve ça assez ouf en tant que médiéviste, par exemple. On dit le couronnement de Charlemagne c'est en l'an 800, vraiment en l'an 800 parce que c'est quand même super précis, tu vois, et c'était il y a très longtemps. Ça tombe bien. Voilà. Et puis tu vois Charles Martel 732, moi je vois certains Normands, je te garantis que les mecs ils apparaissent à Poitiers. Non mais c'est vrai, il y a des mecs qui savent même pas si on est samedi. Qu'est-ce que tu veux qu'on sache vraiment C'est beau. Bon, en tout cas, c'est beau de finir sur cette petite intervention, notamment de se dire que finalement chacun fait ses contes et qu'ils sont réinterprétés à l'infini. Quand on avait commencé, quand on avait proposé de faire ces émissions de contes, tu disais d'ailleurs qu'il y avait très peu de squelettes de contes d'une certaine manière qui étaient communs et qui étaient déclinés à l'infini. Il y a, je crois, 600 ou 800 contes et après c'est tout. Il y a 600 ou 800. C'est que du fork d'Az après. C'est que du fork. J'en profite pour rappeler, puisque sur Twitter, un médecin nous demandait s'il pouvait nous mettre dans sa salle d'attente. Sur SoundCloud, toutes nos émissions sont en Creative Commons. Donc oui. Imagine, tu vas chez le docteur. Tu vas chez le docteur, genre pour un truc vraiment grave. Je sais pas. Et là, ou alors, Daz, tu vas chez le docteur et ton docteur il est en province et t'es trigger au bout de 15 secondes de ce podcast. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées en fait, mais ok. Je dis juste que concernant l'ouverture de nos œuvres et que nos œuvres nous échappent, on est en Creative Commons, donc profitez-en si vous voulez. Sachant que c'est moi qui procède aux uploads, je te garantis que c'est pas voulu. Ah. Je vais aller rectifier tout ça. Écoute, c'est une discussion qu'on peut avoir entre associés. Voilà. Bien sûr. Moi je suis pour. Moi aussi, bien évidemment. Oh là là. Studio 404, l'émission de société numérique. En tout cas, c'est la fin de ce Studio 404 spécial Noël du mois de décembre. On peut applaudir tout le monde. On est une douzaine autour de la table. Il est 1h40 du matin. Et on va vous livrer un beau cadeau. 4 contes de Noël écrits par Sylvain Daz, Mélissa Fibre et incarnés par la commune. Donc des gens qui ont... Petits podcasts et des petits... Ah là là là. Eh bien, quelque part, on livre ce qu'on a dit. Parce qu'à l'épisode de la semaine du mois dernier, on a dit on respecte les petits contes. La preuve, maintenant ils font partie intégrante de l'œuvre
d'une œuvre qui les dépasse complètement. Tu finiras un jour avec une branche à merguez dans le dos, Daz, tu sauras pas d'où elle vient, mais tu sais qu'elle viendra d'en bas. Alors on vous fait des gros bisous, passez des bonnes vacances, bonne année à tous, écoutez les podcasts qui ont été cités en début. Merci encore de nous soutenir, de venir sur le forum, de venir sur Discord, même sur les Discords les plus cochons et les plus honteux. Le Patreon. Merci. J'entends le mot Patreon à mon oreille, tel Jeanne entend des voix. Que se passe-t-il? Oui. Merci de nous soutenir pour le Patreon et évidemment merci de soutenir des nouveaux projets en 2019 comme California. On vous fait des gros bisous. Merci Ghislain pour l'enregistrement, merci Sam pour l'orga, merci cher chroniqueur, merci la commu. Bye bye. Merci, bisous. Oh.